enfin la fin des news. On va pouvoir accueillir notre invité qui, je pense, c'est peut-être un peu impatienté. Nesrine, est-ce que par hasard, tu serais avec nous? Si tu nous entends. Sauf si tu es parti pour toujours. Ah, qui c'est qui me dit que mon son déconne? Et je viens de voir la discussion dans le... Ouais, la discussion. Ça déconne un peu. C'est qui C'était dit moi, ça? ça déconnait un petit peu à un moment. C'était toi ou c'était elle? Ouais. C'est toi Non, qui me c'est disais moi. ça? D'accord. Les messages cachés que j'ai donc pas vus. Ah, oui! C'est notre invité qui arrive et qui fait beaucoup de bruit. Attendez, je baisse un peu. Ça fait bring, ding, ding. J'aurais dû la laisser s'installer d'abord. Ouais, je me laisse Attendez, j'ai baissé le son exprès de tout le monde. Le temps que l'installation se fasse correctement. Avec son petit casque et tout. Petite mise en place. Ah, oui. Attendez. Nesrine, es-tu là? Si tu es là, tape 3 coups. Non, tape pas. Faut que t'investisses dans des trucs comme ça, tu poses ton portable, c'est trop pratique. Mais je crois que c'est ce qu'elle elle va recevoir bientôt, justement, et donc c'est un petit peu dommage. Tout va bien? Ouais. Alors par contre, il y a un petit bruit. Ouais, il y a un petit grésillement. Ouais. C'est pas un petit, hein. Ah, il y a un grésillement. C'est dommage, au test cet après-midi, il n'y avait aucun problème son. Et justement, au contraire, avec son casque, c'était hyper bien. Ah, il n'y a plus de grésillement. Ok, ça devait être le casque, le jack du casque. Très certainement. C'est bon? T'as posé, okay. Toi t'es posé aussi, on est bon? Eh bien Nesrine, c'est un plaisir de t'accueillir dans le Cri du Mochi. Merci beaucoup d'être avec nous. Du sommeil. Ah bah oui, forcément. Je t'avais pas dit que le Cri du Mochi ça finissait à 5h du matin. Non mais oui, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Ouais. Ça y est, les rumeurs à notre sujet vont bon train. On parle de nous, oui, c'est l'émission qui ne se termine jamais. Comment ça va Nesrine? Ça va bien? Ça va. Ça va. Bah écoute, on va parler de traduction avec toi puisque tu es traductrice de manga en l'occurrence, mais est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire depuis toujours ou ça t'est tombé dessus finalement dans la vie sans t'y attendre? Ça m'est tombé dessus ouais, vraiment au dernier moment. Au dernier moment? Parce qu'en fait, j'ai fait des études de japonais en reprise d'études. C'était pas ça ce que je faisais à la base. J'ai fait des études, j'ai fait un métier, tout ça. Et puis, à l'époque, on parlait pas de burn-out, mais je pense que c'est ce que j'ai vécu. Ouais. J'ai complètement craqué. Du coup, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai fait du japonais. Et au début, je voulais faire un truc pour gagner de l'argent, genre du commerce, relations internationales, des choses comme ça. Oui, il paraît que ça gagne de l'argent, ouais. Voilà, c'est ça. Et la vie a fait que... voilà, il s'est passé un truc dans ma vie qui a fait que j'ai dû trouver du travail très, très vite. Et je me suis tournée vers ce que je savais, entre guillemets, faire. Parce qu'en vrai, au début, je ne savais pas du tout traduire. Faut pas se leurrer. J'ai appris ça avec beaucoup, beaucoup de travail et d'efforts sur le tas, on va dire. Ouais. Mais voilà, quand tu fais du japonais, qu'est-ce que tu sais faire? Du japonais. Donc, j'ai fait du japonais. Et t'es passé par pas mal d'éditeurs, d'ailleurs, tout au long de ton parcours. Parce que du coup, alors, j'ai mis donc quelques pochettes de mangas sur lesquelles tu as eu l'occasion de travailler. Ouais. On voit que donc, alors, tu as bossé sur du Kurokawa et tu bosses encore toujours sur du Kurokawa puisque on voit The Raiden King qui est donc la nouveauté actuelle de Kurokawa. D'ailleurs, bravo, c'était très rigolo. Ouais, on a bien rigolé. Ça m'a bien pris la tête. Alors, heureusement que vous rigolez, bon sang. C'était très cool, j'avais beaucoup aimé, j'ai chroniqué hier aussi, il était très chouette ce titre. Cool, ça me fait plaisir. Et franchement, j'y croyais pas trop, hein. Parce que quand il a annoncé ça, j'étais là en mode ok. Ouais, c'est un peu chelou, mais c'est super rigolo. Mais il faut le lire en fait, vraiment faut le lire. Ouais. Parce que sinon, on passe à côté d'un truc, on s'imagine pas ce qu'il y a à l'intérieur en fait, on se rend pas compte. Ça peut marcher au-delà du pitch de base. Du coup, tu bosses également un peu du côté de chez Manabooks.
T'as fait les Persona, 3, 4, Ouais, les 5. 4. Le 5 aussi, non? 5, non. Non. Non, 5, non. Je me perds, il y a trop de personnages, je suis très perdue. C'est une licence que Ouais. je maîtrise pas du tout. T'as fait également un tour du côté de chez Taifu à un moment donné. Alors je vois que. Ouais, au fait, j'ai commencé avec Tonkam et Taifu et j'ai travaillé très longtemps chez Taifu. Enfin, ouais. Et Taifu, on J'ai rappelle fait donc, rapidement que j'ai fait c'est donc du boys love. beaucoup de boys love et des trucs et du hentai et des trucs soft comme des trucs très 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 trash. Oui, Voilà. bah, y a de C'est tout. pas Hein. mon kiff. Voilà, c'est pas mon kiff dans la vie. Mais tu le fais parce qu'il faut. Bah ouais, maintenant je fais des trucs plus marrants. Avec des présidents russes qui se réincarnent dans des mondes de fantasy. Voilà. Ce n'est pas du tout un président russe, c'est la Russie. Pardon. Voilà. Ouh là là. Ne confondons pas tous, s'il vous plaît. Le KGB est derrière nous, il nous surveille. Attention à ce qu'on dit. Bah alors du coup, ouais, enfin juste pour revenir rapidement du coup sur les boys love, parce que j'avais pas capté quand tu m'avais filé ta liste de Delcourt que c'était également du boys love. Je me disais, je connais pas ces titres. Qu'est-ce que c'est? Et après j'en ai cliqué sur un et j'ai fait ah. Ouais, mais en fait, je crois que le tout premier manga que j'ai traduit, c'était un boys. En fait, moi j'ai commencé à 10 ans. Et quand tu commences, bah, souvent on te file pas des trucs, on te file pas Naruto quoi, tu vois. Donc on te donne soit que des one-shots pendant pas mal de temps, ou alors des séries très courtes et souvent des choses qui ne se vendent pas à des. Ils sont pas prévus pour être vendus en grande quantité. Voilà. Donc on te donne du yaoi bien dégueulasse. Voilà. Et c'était la première fois et j'avais dit, enfin. J'étais pas spécialement jeune, mais j'avais quand même 10 ans de moins, et je suis un peu timide, et je rougis facilement, et je veux d'un truc, et je dois écrire des mots pas très très polis. Bah, c'était bizarre, c'était dans l'expérience. Ça, mais j'imagine Mais pareil tellement. pareil que je le fais bien. Donc, voilà. Donc je l'ai fait pendant longtemps. En tout cas, sur les boys love que tu as fait, personnellement, moi j'ai chez moi Sleeping Man and Loving Man que j'ai trouvé très intéressant. Ça, c'est beaucoup plus récent. Ouais. Mais ça, c'était chaud quand même. C'était chelou chaud. Hein. C'était étrange, mais c'est le étrange que j'aime bien. Ouais, t'as pas appris à aimer ça? C'est chaud. Ouais, celui-là, c'est un des derniers que j'ai fait, je crois. Ouais, mais c'est super joli. Les dessins étaient vraiment très jolis. Non, mais Ranmaru Zalia, c'est une autrice de Boys Love qui est une des autrices qui dessine le mieux. Hein, voilà, donc déjà, en fait, là, tu savais pas, mais t'avais tapé dans le haut du panier, en vrai. Après, l'histoire, ouais, un peu particulière, mais. Avec le gamin, là, dans le... Putain, pardon. Le quoi? Mais il n'y a pas eu de soir avec un gamin dans un camion. Non, mais il n'y a pas de gamin. Je crois que tu confonds. Alors, ils sont tous majeurs dans Sleeping Man and Loving Man. Il y a juste un des deux gars qui ment à l'autre en lui faisant croire qu'il a la maladie où il se réveille dans son sommeil et tout. Enfin, je sais plus. Et quand il se réveille de son sommeil, il a besoin de coucher. Tu vois, il a besoin de coucher avec quelqu'un. C'est une maladie, hein, en fait. Ça existe vraiment. Chercher sur Internet. Tout à fait. Mais bien sûr, évidemment. Voilà. Il y en a un des deux qui ment là-dessus et l'autre qui ment aussi en disant oui, non, il s'est rien passé cette nuit. Bref, mais non, c'est intéressant. Il y a Love Stage qui était. Alors, pour le coup, j'ai pas eu la chance de le lire, mais j'en rêve. J'ai vu l'animé. Love Stage, c'est vachement rigolo. Mais c'est sympa. Mais tout ce qu'a fait cette autrice, c'est vachement cool. Et ça, on va en parler d'ailleurs plus en détail tout à l'heure, puisque du coup, Marcy va nous faire une review sur Love Stage. J'ai vu que chez Kurokawa, tu avais aussi du coup été en charge du coup des 2 titres de Ayako Hata. Attends, c'est bien comme ça son nom. Oui, c'est bien ça. Non, Ayuko, pardon. Je déforme un peu son nom. Ouais, Ayuko Hata. Est-ce que Wolf Girl and Black Prince, c'était ton premier gros shoujo? Parce que c'est quand même une série de 16 volumes, c'est pas rien, tu vois. En fait, j'avais fait... Mais là aussi, j'avais pas pris dès le début. J'avais repris la série d'une meuf qui avait commencé. Chez Tonkam, j'avais fait Seiyuka, c'est quand même un peu shoujo quand même, mais un peu plus pour les jeunes quand même. Hein. Mais ouais, il y a moyen, franchement, il y a moyen que ce soit... Ouais. Parce que du coup, c'est intéressant aussi ce que tu nous dis. Quand on récupère une œuvre qui a déjà été traduite, dans ton cas en tout cas, comment ça se passe? Parce que je me dis que peut-être ça dépend aussi des gens. Vous êtes jamais en contact, l'ancienne traductrice ou traducteur? Non, et en fait, je les connais même pas. À chaque fois, je connaissais même pas la personne.
Ah Et ouais. je savais même pas pourquoi elle bossait plus sur la série. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Ça m'est arrivé aussi pour Taifu, cette série qui était vraiment cool. En revanche, c'était truc sous la pluie. Là, c'est la meuf, elle sait même plus sur quoi elle a bossé. Ah, le Yuri. Rendez-vous sous la Rendez-vous pluie. sous la pluie. Avec Oui. les garçons qui se transforment en filles quand il pleut. Mais c'est trop bien. C'était trop mignon ça. C'était trop chou Il cette était série. très chouette celui-là. Elle était vraiment, vraiment bien. Enfin, un peu comme à la Blue Flag, quoi. Il y avait des vrais questionnements sur l'identité, l'amour cool. et tout. C'était bien cool. Ouais. Ça aussi, j'avais repris d'une autre nana qui avait bossé dessus et qui avait arrêté. Ça arrive. D'accord, donc du coup tu récupères le machin, on te file le premier Genre ou la voleuse. Non mais tu récupères les deux trucs déjà faits et du coup tu dois te baser sur le travail qui a déjà été effectué en amont parce que du coup les prénoms ou certains mots spécifiques qui doivent revenir quand il y a, je sais pas, imagine si c'est un truc avec des pouvoirs magiques, il faut récupérer la même formule. Ouais. Bah ouais, c'est normal, ouais. Et parce que imagine... c'est ce que je fais, mais c'est ce que je passe mon temps à faire, par exemple, sur tout ce que je fais pour Mana Books. Parce que c'est des mangas tirés de jeux et je passe ma vie à regarder des vidéos de jeux pour avoir tout l'univers en tête, tout le vocabulaire, etc. Et c'est... Du coup, la vérité, entre les jeux vidéo complexes et les bonnes petites intrigues de cul, bien trash, entre les deux, le jeu vidéo, c'est quand même plus sympa. C'est plus difficile parce qu'il faut pas se tromper, parce que les gens... Il y a plus de challenge. Bah, surtout que en fait, quand un jeu vidéo passe son manga, c'est que il a bien marché, tu vois. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué, qu'il a une base de fans. Et on sait tous que les fans, c'est pas les gens les plus tolérants du monde quand leur œuvre est adaptée. Et donc il faut pas se gourer, quoi. Ouais, il faut vraiment pas se tromper, il faut pas se tromper de mots, il faut pas se tromper de... Des fois, ils reprennent les mêmes dialogues que dans les jeux, faut faire très très attention. Ça laisse pas beaucoup de place à la, entre guillemets, créativité, même si, voilà, moi, tout ce que je fais, c'est prendre les mots que quelqu'un a écrit dans une langue et je les mets dans une autre langue, tu vois. Je suis pas une artiste, hein. Mais dans les jeux, c'est quand même plus rigoureux. Ça, parce qu'il faut être capable d'adapter aussi, tu vois. C'est vraiment pas, dans ma tête, le travail que tu fais, en tout cas, c'est vraiment pas juste un copier-coller juste en retournant, tu vois. Tu retournes pas juste des mots pour que... Il y a vraiment tout un travail également de contexte par rapport à ce que tu as. Si ça va être un manga plutôt violent ou plutôt doux, tu vas forcément t'adapter. Et c'est beaucoup de réflexion. Et là, tu parlais justement de la recherche au niveau des références. Dès que tu touches à quelque chose qui va être plus thématique, moi, par exemple, quand je lis un manga sur le thème médical, je m'arrache les cheveux juste en pensant à la personne qui a traduit. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle a dû rechercher pour aller comprendre que c'est méga relou, hein. C'est hyper dur. Moi, je me dis, mais ça doit être tellement tendu. Et du coup, les jeux vidéo, c'est vrai, c'est spécifique. Et Final Fantasy, en l'occurrence, est très, très particulier avec ses propres codes et tout. C'est une prise de tête. Mais merci pour ta prise de tête. Comme ça, nous les lecteurs, on est contents. Parce que en plus, justement, Final Fantasy, c'est moi qui vais en parler tout à l'heure. Je vais faire ma petite review découverte dessus. Parce que c'est vraiment un titre, il faut que les gens aillent le découvrir. Il est beau, il est intéressant. Il est sympa, il est méga beau. Hein. Ah ouais, non. Et il est vraiment très, très bien. L'histoire, elle est... quand on passe les premiers chapitres, ça prend au trip un petit peu quand même. Mais oui, on va pas spoil. Après, ça part en aventure et tout, mais la base de l'histoire, elle défile, quoi. Mais oui. Yes. Non, il est vraiment, vraiment très très bien ce titre. Alors avec Fumble, on parlera de Blue Flag justement juste après tout à l'heure. Et du coup, alors j'ai juste précisé tout à l'heure que en fait on a vu les sorties de chez Glénat et donc Glénat, on a vu Une touche de bleu 2 qui sort cette semaine. Quel hasard, incroyable, puisque du coup... Je savais pas qu'il sortait déjà, en fait, je suis larguée. Hein. C'est là que tu dis, bureau, moi, les traducteurs ne savent pas, les traducteurs ne sont pas au courant. Là, je sais pas ce qui se passe en dehors de mon appartement, c'est une catastrophe. Est-ce que c'était un titre facile à récupérer au niveau de la traduction? Parce qu'il est... Alors déjà, oui, parce que il y avait qu'un volume de traduit à la base, donc j'avais pas des tonnes et des tonnes de trucs à lire. Donc j'ai lu le premier volume, que j'ai trouvé la nana, alors je me rappelle plus de son nom, mais la nana qui a traduit ce truc-là, elle a vraiment des expressions vraiment cool et tout. Et moi j'adore les expressions
tu sais, vraiment, je sais pas, enfin, j'ai pas de sortir des expressions comme ça, mais Attends, les j'ai le 1 expressions là. très françaises, je trouve ça sympa. J'ai le tome 1 là. Donc, en fait, franchement, tu peux pas non plus trop te focaliser dessus. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est le lire, et ensuite, j'ai essayé de faire la suite. Et le truc, c'est que plus que la façon dont il a été traduit, c'est plutôt les personnages, en fait, qui t'habitent. Et franchement, moi, je le sens vraiment, je sens comment j'écris, comment les mots que j'utilise à chaque fois, les expressions, etc. Et même dans mes mimiques, des fois, je les dis à haute voix et je rentre, en fait, dans les personnages. Et c'est ça qui est important, je pense. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors juste quand je fais un manga de racaille, je parle comme une racaille. Quand je fais un manga d'une jeune fille de 17 ans qui est amoureuse de son prof, je deviens une jeune fille de 17 ans. Les traducteurs de manga sont des acteurs en fait. Ils rentrent dans leur personnage. Un petit peu de la schizophrénie, un petit peu quand même. Hein. Mais il y a Sander qui a posé une question là dans le chat. Alors Sander, c'est un de nos collègues qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'on tourne un peu sur les chroniqueurs et qui avait une question sur Raiden King. Il disait qu'il y avait des termes anachroniques utilisés comme le perso de la magicienne qui finit ses phrases par genre. Et c'est un style qu'utilise l'auteur. Voilà. Est-ce que l'auteur avait mis autre chose? Est-ce que c'est toi qui as adapté? En fait, alors déjà en français, on a enlevé certaines occurrences parce qu'elle le dit à chaque phrase. Ah ouais. En français, c'est relou parce que, enfin, vraiment. Et pourtant, elle le dit beaucoup déjà en français. Elle le dit, et Caro va comprendre, elle dit Mitaina. Mitaina. Ah, mais elle parle comme un mec en fait. Donc son Mitaina, moi, c'est ce que ça veut dire en fait. C'est ce que ça veut dire. Et on a eu une grosse, on a discuté des semaines là-dessus. Hein. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas, est-ce qu'on met autre chose? Moi, un petit peu vieille quand même dans ma tête parce que parce que j'ai mis genre, à la base j'avais mis genre c'est là, et on pourrait genre mettre, vous voyez, c'est comme le prof dans South Park. Mais moi j'avais pensé à tu vois quoi, mais le tu vois quoi il rentre pas en fait dans la petite caisse. C'est trop long, il y a trop de donc ça fait vachement distingué, je trouve ça lui collerait pas trop, tu sais, un peu brune. Vous voyez. Vous voyez. Donc moi je pense systématiquement au prof dans South Park, donc et voilà. Et en plus quand tu le dis, il y a des choses quand tu les dis, c'est pas pareil que quand tu les écris, donc il faut que ça passe à l'écrit, quoi. Et je sais pas combien de fois j'ai envoyé des messages à Grégoire Hello pour lui dire, parce que j'avais peur, c'est un truc important, c'est un manga drôle, c'est un manga avec plein de références, il faut pas faire des blagues de merde, il faut que ce soit drôle en français. C'était difficile et tout, mais je l'ai saoulé pendant des semaines. Est-ce que je peux mettre ça? Est-ce que tu crois que ça c'est bien? Enfin voilà quoi. Mais ça c'est bien parce qu'en plus il est pointilleux, Greg, donc à mon avis, mais il devait être content. Il s'est dit putain, elle prend le truc bien au sérieux et tout, c'est cool. Il avait l'air plutôt content pour le T1 là, ouais. Donc, moi aussi. Bah vivement là, on sait pas encore, je crois, combien de volumes il y aura au total pour The Raiden King. Ouais, mais, je sais pas, je crois qu'il y en a que 4 qui sont déjà sortis au Japon là, ouais. Donc toi t'es en train de bosser sur le 2 actuellement ou pas encore? Je l'ai terminé, je l'ai rendu, donc voilà, je les laisse faire leur boulot. Voilà, à eux de faire le job. Voilà. Du coup, c'est intéressant. Il y a eu des trucs difficiles à traduire. Bon, outre, j'imagine, tout ce qu'il peut y avoir de complexe et bizarre dans le hentai ou le boys love, mais en dehors de ces univers bien particuliers, est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient pas évidentes à retranscrire en français parce que par exemple ça n'existe pas, ou enfin chez nous c'est des choses qui n'existeraient pas ou qui n'ont pas de référence identique propre. Je sais même pas dans quel type d'œuvre en fait il pourrait y avoir des trucs compliqués comme ça, parce qu'après dans le shoujo en pas fait, trop. En vrai, moi je pense que partout, hein, parce que le japonais, ça,
Enfin, même le français, enfin voilà, c'est pas une spécificité du japonais, mais nous, quand on était à l'école, on nous disait le japonais est une langue très vivante qui change tout le temps, etc. Oui, bah, exactement, même discours que j'avais. Tu vois, et les jeunes parlent d'une manière très particulière. Sur Internet, on parle d'une manière très particulière. Il y a énormément de références culturelles à ce qui passe à la télé, à des mèmes, à des trucs comme ça, et il faut être connecté H24, et c'est pas évident en fait. Et heureusement qu'il y a Internet et que je peux aller vérifier des trucs, parce que moi, je sais pas tout ce qui se passe au Japon, là, maintenant, tout de suite. Et donc, le langage des jeunes, il n'est pas évident. Les garçons parlent pas comme les filles, donc ça, c'est encore... Après, tu peux comprendre ce qu'ils disent, mais il y a toujours une nuance, donc il faut... tu vois, donc il faut vraiment réussir à trouver ce qu'il a vraiment voulu dire exactement et pas globalement. Les vieux, ils parlent d'une façon spéciale. Quand tu as des trucs historiques, ils utilisent des mots, mais que plus personne n'utilise, quoi. Donc, mais après, tout ça, ça se trouve dans le dictionnaire, sur yahoo.co.jp. Ça se trouve chez mes potes traducteurs à qui j'envoie des messages de temps en temps en pleurant. S'il te plaît, est-ce que tu comprends ça? Voilà. Mais franchement, tous ont leurs difficultés, quoi. Franchement. Mais moi, c'est une des choses que je voulais montrer, c'est qu'en fait, il y a toujours une implication quand même de la part d'un traducteur, parce que les gens déjà ne s'imaginent pas forcément comment ça se passe pour un traducteur de s'attaquer à un manga. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que déjà, c'est facile. En fait, le truc, c'est que j'ai vu sur Internet des gens qui essayent, peu importe l'activité d'ailleurs que tu fais, essaye de t'apprendre ton métier mieux que toi, tout le temps, peu importe ce que tu fais. Il y a toujours plus malin sur les réseaux sociaux. Et du coup, je voulais juste mettre en lumière en fait que quand on traduit, c'est parce que du coup j'ai traduit dans ma vie à la fac, et du coup je sais que c'est dur des fois quand t'as pas les références, faut aller chercher des références des univers dans lesquels tu dois traduire, faut essayer d'adapter, faut essayer de comprendre toutes les nuances, le langage parlé c'est pas la même chose que traduire de la narration, c'est tellement varié. Mais d'ailleurs en parlant de manga, t'as fait donc de l'écrit, mais est-ce que t'as également eu l'occasion de faire de la traduction pour de l'adaptation télé par exemple? J'ai fait juste du sous-titrage. Ouais. Mais c'est pas pareil non plus de faire de sous-titrage, parce que là tu peux pas t'amuser à faire ou trop court ou trop long, il faut que ça soit... Ouais, c'est ultra réglementé, donc faut faire super gaffe. J'en ai fait pour Crunchyroll. Ouais, et c'était sur quoi? Pendant pas mal de temps. Où j'ai fait... Alors au début je faisais des trucs en simulcast, et puis avec l'âge et la fatigue et le fait que j'avais aussi des mangas et une vie, et puis j'adore dormir, je pouvais plus recevoir un animé 2 jours avant de bosser dessus et passer la nuit dessus et puis rendre de la merde au final parce que j'étais trop crevée et tout. Du coup j'ai demandé à avoir des trucs de catalogue, donc j'ai fait 2-3 dramas. La clinique du docteur Koto. Ah putain, trop bien! Il y a un manga de ça! Au final, j'ai fini par le kiffer, ce docteur. Il faisait partie de ma vie, quoi. Je revois mon mari mort de rire. Alors, comment il va, le docteur Koto? Voilà. Il avait de la concurrence avec le docteur Koto. Ah, ben, il est sympa, le docteur Koto, sur sa petite île, là. Ça donne toujours envie d'y aller, hein, quand on voit des séries, des dramas, des films et tout qui se passe au Japon. C'était en quelle année, du coup, que tu avais fait du Crunchy, quand j'y pense? C'était il y a plus de 4 ans, là. Hein. D'accord, parce que je me souviens d'une fois où on avait papoté ensemble et c'était... Alors attends, mon gamin a 6 ans, donc ça devait être il y a genre 5 ans, un truc comme ça. Et en fait, on parlait, toi et moi, de l'adaptation des sous-titres de drama sur Netflix et on était là en mode... pourquoi? C'était genre hyper... C'était zéro traduit ni adapté, enfin, c'était trop bizarre. Je me rappelle qu'on avait parlé de certains sous-titres spécifiquement où on était outrés en mode... mais ils ont fait c'est même pas Google Trad. On était en mode mais c'est même pas Google Trad, ça n'a pas de sens. Non, je pense qu'entre-temps ça s'est calmé peut-être, mais le problème c'est ça, c'est que il y a beaucoup de boîtes. Alors je connais pas du tout les tarifs ni les délais de Netflix, mais ils te donnent quelques jours et quelques euros et tu dois rendre un boulot et c'est pas possible en fait, donc forcément.
Oui, parce que du coup, l'activité de traducteur, concrètement, elle n'est pas valorisée à sa juste valeur dans les milieux professionnels. C'est souvent... Ça dépend chez qui. Ah, donc ça dépend chez qui. Il y a des boîtes, vraiment, c'est pas ça, et d'autres... Parce que j'ai l'impression que pour les très grands médias, comme par exemple Netflix, ou même Prime, parce que Prime, c'est bizarre aussi, les sous-titres, des fois, sans vouloir leur jeter la pierre, hein, mais des fois... Non, mais même les séries en anglais, genre... même les séries c'est un peu salaud ce que je vais dire, mais le japonais... à la limite, mais des trucs en anglais, faut pas déconner, quoi. C'est vraiment mal sous-titré et très étrange sur les ouais. Je sais pas si vous vous rappelez je sais pas si vous avez déjà regardé Gilmore Girls. Moi non, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent, Il y a un truc qui a fait le tour du net où il y a donc c'est un dialogue entre une mère et sa fille, et elle dit elle parle des Smashing Pumpkins. Non, c'est deux copines qui discutent. Et Smashing Pumpkins, c'est un groupe de rock, les gars. Enfin, tout le monde sait ce que c'est, les Smashing Pumpkins. Ah oui, écraser les citrouilles. Oui, voilà, il y avait écrit un truc comme ça, tu vois, genre de la purée de citrouille ou je sais pas quoi. On a bien eu la crise du chewing-gum pour Bubblegum Crisis, nous, à l'époque. Donc, c'est vrai que... Bubblegum Crisis, c'est cool ça. Ça, c'est là que tu te dis, oui, alors ils se sont pas renseignés, mais peut-être que comme tu le dis, les gens n'ont malheureusement pas le temps même de faire des vérifications basiques. Parce qu'en plus, voilà, tu lis le sous-titre et puis tu penses quelque chose et puis tu dis, mais ferme ta gueule, t'aurais peut-être fait la même erreur, tu vois, si t'avais été payé 3 francs 6 sous et qu'on t'avait donné quelques heures pour faire le taf, Nesrine, tais-toi. Parce que toi aussi, on va te critiquer quand tu feras de la merde. Et qu'on te dira, mais t'as pas vu la référence sur ce truc-là, quand même, c'était évident. Mais il y en a, il y a des références que j'ai pas vues, il y en a, hein, je le sais. Il y en a certainement. Je veux dire, on est des humains, on fait un taf et des fois, on se bourre, hein. C'est comme ça, désolé. Est-ce que Shonen Seven, c'est plutôt du Furio ou pas du tout ? Ouais, c'est un 100% Furio. 100% Furio. Et le Furio, comment ça se gère au niveau de la trad ? C'est facile, c'est simple. Enfin, moi, le seul point de comparaison que j'ai, c'est Tokyo Revengers. Et il y a beaucoup de mots de jeunes dedans. Et du coup, je suis obligée d'aller voir sur Internet ce que ça veut dire des fois. Parce que des fois, je sais pas. Est-ce que, du coup, tu dois aller vérifier sur Internet c'est quoi le langage des jeunes aujourd'hui pour des fois devoir adapter ? Mais clairement, je fais ça souvent. Le truc, c'est que Fujisawa, c'est un vieux gars et ses références, elles sont aussi vieilles que lui. Donc, je sais pas si tu as déjà lu Shonen Seven, mais il y a des vieilles références à des trucs des années 90, à des catcheurs, à des vieux dessins animés, à du Sentai, etc. Donc, ils parlent comme des jeunes, mais tous les trucs culturels, ils sont vraiment vieux. Donc ça fait datés, quoi. Tu sais, c'est double punition. Et c'était fâche. Enfin, moi, c'est un manga qui vole pas haut, hein, soyons honnêtes. Hein, c'est des mecs qui se tabassent. Donc, il n'y a aucun enjeu, sérieusement. Mais je l'ai kiffé, mes petites racailles. En plus, t'as un peu plus de liberté quand t'es une personne comme moi qui dit wesh, comment ça va, vas-y, à longueur de journée, quand t'as parlé avec des gens, qui est traité de racaille par la plupart de ses amis. Pour moi, c'était bien sympa de bosser sur Shonen Seven parce que je pouvais mettre des mots, des petites insultes, des petits trucs comme ça. Ça me faisait bien plaisir. Ah tiens, c'est intéressant que tu parles des insultes parce que j'avais entendu dire justement que selon les maisons d'édition avec lesquelles on travaille, il y a des consignes spécifiques, genre cette maison d'édition, jamais d'insultes, ou alors le degré maximum, c'est tel niveau. Du coup, quelque part, quand on doit adapter en manga, est-ce que tu as la sensation que des fois, c'est pas de la censure, mais qu'on filtre trop par rapport à l'œuvre d'origine ? En fait, je pense qu'ils n'ont pas tort. Parce qu'il y a des trucs à l'écrit, ça passe vraiment pas. Et ça dépend. En fait, ça dépend. Je pense pas que ce soit vraiment. Tu vois, alors moi, je pose pour quelques éditeurs et ils ont tous plus ou moins les mêmes règles. C'est que, par exemple, dans un shonen, le héros, il doit pas dire des trucs trop vulgaires parce que c'est quand même le héros et c'est quand même du shonen. Dans un CNN, il pourra. Mais il faut quand même éviter, et là, je suis complètement d'accord, les insultes très, très offensantes envers
une certaine population, les gens ont une certaine sexualité, un certain genre, etc. Tu vois, donc que je les dise là, maintenant, ces insultes-là. Parce que moi, c'est des insultes que j'utilise pas et que je trouve nazes. Donc, je trouve tout à fait logique de pas les utiliser. Et des insultes, il y en a plein en français, hein. Ah, oui. Vous avez vu Matrix, comment il s'appelle, Lambert Wilson et tout ça. Donc il y a beaucoup d'insultes qu'on peut utiliser. On n'est pas obligé d'être voilà, d'en utiliser qui soient offensantes auprès d'une certaine catégorie de personnes. C'est juste que oui, des fois, effectivement, on a envie de dire merde. Et puis le héros, il n'a pas le droit de dire merde, donc il dira autre chose. Mais, je dirais que le héros du shonen, c'est une idole, sérieux, la manière dont tu le dis. Et c'est une petite idole, hein, il n'a pas le droit d'avoir de petite amie, quoi. Il n'a pas le droit de dire merde. Il n'a pas le droit de coucher. Il doit rester vierge jusqu'à la fin du manga. C'est clair. Il a qu'à aller jouer dans sa yaoi. Et tu sais que, comme quoi t'es pas dans l'actualité, maintenant il y a beaucoup de boys love. Et s'ils se tiennent la main, t'es content. Non, j'exagère quand je dis beaucoup. J'exagère, vraiment j'exagère. Il y en a pas tant que ça. Je les compte sur les doigts de la main. Mais du coup, à chaque fois que je tombe sur un boys love comme ça, je suis choquée. Ils se sont à peine tenus la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des boys love qui sont très purs. Il y en a, c'est mignon. Donc après, il faut qu'il tombe sur le bon boys love. Tu vois, s'il a une libido, sinon il va être malheureux. Le pauvre petit héros de shonen. D'ailleurs, enfin, en parlant de boys love et de shonen, il y a un truc qui m'avait toujours surprise, c'est de me dire finalement, t'es dans les shonen, c'est très hétéronormé finalement. La plupart des conventions qu'on peut comprendre au niveau irrelationnel entre les personnages, les blagues, les sous-entendus, c'est extrêmement hétéronormé, je trouvais. Et en fait, depuis quelques temps, j'ai l'impression que ça évolue. Mais est-ce que du coup, toi, quand tu le lis en japonais, ça pue le truc patriarcal, tu vois, de base? Mais Blue Flag, à part Blue Flag, je n'ai jamais lu un autre truc qui soit pas comme ça, franchement. On est d'accord. Que ce soit le shonen ou le... Après, dans le shonen, ils se prennent pas la tête, donc c'est pas si grave que ça finalement. Non, bien sûr. C'est pas le but du shonen, bien évidemment. Mais dans les... Enfin, à part Blue Flag qui est censé être un shonen... Par exemple, le shoujo, moi, ça me prend la tête. Ça me prend grave la tête. C'est pas intéressant. Ouais. Les filles, elles sont connes. Pardon. Enfin, si je dis des trucs qu'il faut pas que je dise, vous me coupez, d'accord? Ah non, mais on va zéro te censurer. Non. Pas de censure ici. Les garçons, c'est toujours le même genre de garçon. Le garçon est intelligent et fort, la fille est bête. Elle tombe ça, c'est parce que tu as traduit, par exemple, tu as traduit Wolf Girl and Black Prince, que j'avais arrêté parce qu'il y avait ce stéréotype complet. Mais oui, mais elle m'a saoulée là. Elle m'a saoulée. Au fait, ça aurait pu être un truc carrément. Enfin, c'était pas ultra nunuche, déjà ça. Non. Mais ses copines, elles étaient cool. Mais tu sais, quand tu regardes un dessin animé, tu lis un manga ou quoi, et que tu kiffes plus les persos autour que le personnage principal, c'est qu'il y a un problème. Ses copines, elles étaient cool, elles étaient rigolotes. Et puis ça s'améliorait à la fin. Je sais pas, tu l'as pas lu jusqu'à la fin? Moi, je l'ai pas lu à la fin encore. Mais je l'ai pas lu la fin encore. À la fin, elle reprend sa vie en main, en fait. La meuf, évidemment, c'était la seule fin possible. On est en 2021. Non, le manga, il a 6 ans. Il a commencé dans les années 2010, tu vois. Ils se sont dit, là, c'est les femmes, la condition, ça va pas. Et là, on arrive en 2020, on se dit, pardon, excusez-nous, on s'est trompé dans le scénario. Après ça, on est au Japon, quoi. Donc, le Japon, c'est pas la France. Ils réfléchissent pas spécialement comme nous, même si ça évolue vachement en ce moment. Puis ça reste quand même, enfin je veux dire le manga, alors je suis pas une experte de manga, j'en ai lu énormément toute ma vie, mais je suis pas là à analyser le market ou quoi, mais c'est quand même très très codifié. Bien sûr. Donc si tu veux que ton Tanto et le magazine dans lequel tu es prépublié continue à te prépublier, tu fais ce qu'ils disent. Donc, il y a des règles très précises à suivre. Et quand on en sort, des fois, on a le droit d'en sortir, des fois, on n'a pas le droit. Et voilà, la nana qui faisait Wolf Girl, je suppose qu'elle avait un cahier des charges à remplir, quoi. Oui, tout à fait. Mais du coup, est-ce que tu es heureuse quand tu dois traduire ce genre de petites pépites qui sortent? Mais c'était le plus beau jour de ma vie. Ah, merci.
Et personnellement, je trouve que c'est pas le seul parce que je vois qu'à côté, il y a aussi Secret Innocent World, que je regrette personnellement qu'il y ait pas eu plus de mais oui, mais là. C'était une perle, c'était une perle ce petit titre-là. Avec Secret Innocent World, que je finis le premier volume qui fait 190 pages, Oui, normal. Je reçois le volume 2 et là, il fait le truc qui fait 250 pages. Je dis, mais ils sont malades ces gens, c'est quoi ce truc? Elle l'a bouclé à une vitesse. Ouais, ça allait vite. Hein. Pourquoi elle a fait ça? Ils auraient pu en faire 3, alors que c'était un truc bien. Cool. Il était super bien. J'avais chroniqué d'ailleurs dans le Cri du Mochi en disant que allez-y, c'était vraiment un chouette titre. Donc merci de l'avoir traduit pour le coup avec vraiment Kurokawa de me l'avoir donné. Voilà, avec des choses différentes. Donc Kurokawa propose enfin un petit peu, je trouve. Voilà, on sent un peu de cliché, ça c'est plutôt une bonne chose. Et oui, j'ai été très 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 durement touchée par Wolf Girl and Black Prince là. J'en ai parlé encore hier de ce titre-là en disant faut plus faire parce qu'on en a une pelletée des trucs comme ça en plus. Et ça se passe comment en fait? Si on te donne des mangas où vraiment tu kiffes pas, t'es là, tu fais. Bon, je sais bien qu'il faut manger, qu'il faut bien travailler, mais aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir la liberté de te dire, oh là, non, ça va pas être possible, quoi. En fait, c'est un pas encore, pas encore. Disons que j'ai déjà arrêté de bosser pour un éditeur parce que j'en pouvais plus des mangas qui me filaient ou parce que il me payait pas assez. Enfin, voilà, pour X ou Y raison, ça m'est arrivé une fois, la vérité. Et parce que à ce moment-là, j'étais débordée de boulot. Mais je le ferai pas tous les 4 matins, quoi. Oui. J'ai des séries qui me font pas spécialement kiffer, mais je sais qu'elles vont s'arrêter. Voilà, il y a tant de volumes. Et j'espère que la prochaine, on me fera, disons, assez confiance pour me donner un truc qui est super et qui va se vendre. En gros, c'est un peu ça, quoi. Parce que la sécurité d'une série pourrie, c'est comment tu sais que personne va la lire, alors c'est pas grave si tu fais de la merde. Et non, mais je vais passer pour une très mauvaise traductrice. Mais non, mais moi je sais que tu t'impliques énormément. Je sais que tu t'impliques énormément parce que justement, moi, comme on est amis, on va dire qu'on se voit sur Blue Flag, mais qu'est-ce que je dis? Sur Facebook, etc. Et du coup, je vois que même quand elle galère sur un contenu qui l'enchante zéro, elle est là, elle creuse, elle cherche et elle est en train de demander justement effectivement à toute la communauté des traducteurs, les copains et tout, expliquez-moi comment ce truc-là on peut l'adapter parce que là c'est pas possible, on peut pas dire ça en français, etc. Et du coup moi ce que je vois, toi tu t'imagines qu'on voit une Nesrine qui se plaint, moi je vois une Nesrine qui cherche la solution. Je vois une Nesrine qui fait des efforts, mais vraiment, non mais sincèrement, parce qu'à partir du moment où tu t'en plains, c'est que tu fais l'effort de bosser dessus. Sinon, ça te ferait pas chier. Quelque part, t'as vu finalement dans le raisonnement. Et non, mais en fait, en vrai, c'est ça. Parce que oui, malheureusement, on peut pas forcément travailler que sur des titres qui vont nous plaire à 200%. Mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression, par exemple, pour Sleeping Man and Loving Man, j'ai eu zéro l'impression que la personne qui a traduit, en l'occurrence toi, n'avait pas fait d'effort dessus, tu vois. Pas du tout. C'était un titre très agréable à lire. Donc, pour moi, c'est aussi une preuve que... Oui, mais parce que c'est quand même mon travail et que... Voilà. Comment dire, j'ai une réputation et que j'aime pas, enfin j'ai pas envie que les gens pour qui je bosse me disent t'as fait un mauvais taf, quoi. Ça me touche, tu vois. Donc je fais tout ce que je peux pour rendre un truc bien. Évidemment ça sera jamais parfait, mais Inch'Allah un jour. Et j'ai une question. C'est quoi tes styles de prédilection, puisque maintenant que tu as tâté un petit peu à pas mal de genres, est-ce que tu as un genre sur lequel vraiment tu t'éclates le plus? Là, franchement... c'est ça, le puzzle. J'ai appris à aimer. Hein. Franchement, j'ai appris à aimer le BL parce qu'une bonne histoire, c'est une bonne histoire, peu importe par qui elle est portée ou dans quel univers, hein, tu vois. Et franchement, ma Blue Flag, ça m'a bouleversée. Et j'ai saoulé tout le monde avec ça. C'est pas mon genre de dire aux gens lisez mes mangas, mais j'ai saoulé tout le monde. Et tu as tellement raison. Tu as tellement raison. On a tous eu la même réflexe de se dire. Et en fait c'est des histoires comme ça. En fait, j'aime bien les histoires qui racontent des histoires. J'essaie de m'exprimer mieux que ça. Qui racontent des vies, même si en fait il se passe pas des aventures de ouf, tu vois, c'est pas extraordinaire. Ça raconte quelque chose, ça raconte des sentiments, des vies, des personnes, des vraies personnes. Je sais pas si vous avez lu le dernier, il est sorti le dernier volume. Là, il est sorti très récemment. Blue Flag La semaine dernière, ouais. La semaine dernière. C'est pour ça qu'on va faire la review cette semaine.
à la fin, je peux dire un truc ou pas? Je raconte pas la fin de l'histoire, hein. Je raconte juste le blabla, c'est le blabla de l'auteur là. Ouais, intéressant. Dans lequel il est dit que l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, ça fait des années que je cherche. J'en parlais en début d'émission justement, je disais qu'on ne sait pas, c'est le mystère. Oui. Voilà, donc la personne qui a écrit ce manga dit que elle lit des shoujo depuis très très longtemps et qu'elle a toujours voulu lire un shoujo où les gens se parlaient, où ils se disaient les choses, et qu'elle considérait en fait les persos comme des vraies personnes, tu vois. Et voir des vraies personnes, ça c'est bien, y croire un peu, tu vois. J'ai adoré à la fin de ce petit conciliabule là où elle raconte, déjà la création de Blue Flag, comment ça s'est décidé, comment a été amené le premier tome, où on sait tous, hein, voilà, que ça monte et tout, et puis ces petits détails sur l'histoire des dialogues et tout. En plus c'est vrai, hein, enfin, tu viens de le dire que les shoujo, c'est souvent des clichés, etc. Et de se dire, ah ouais, mais moi je veux juste des persos qui discutent. Ah bah, là, pour le coup, en tant que traductrice, ça a dû être un petit peu à la fois, ah, trop bien, et puis la masse de texte à traduire était quand même. Franchement, ça allait. Hein. Et moi, je déteste les mangas dans lesquels on parle trop. Je déteste ça. Ah bah ça me saoule. Mais oui, mais là, ils disent pas enfin, ils disent pas de la merde. Ils parlent pas dans le vide. Ils parlent vraiment, ils parlent de trucs, c'est des choses qui ont besoin d'être dites. Tu vois. Je crois que c'est exactement ce qu'on va dire dans la review d'ailleurs. Je propose qu'on enchaîne directement dessus. Comme ça, on sera dedans. Il y aura les bonnes petites images qui vont bien avec. Du coup, c'est parti pour le mochi critique avec notre première critique, à savoir celle de Blue Flag. Alors déjà, peut-être pour commencer de parler de Blue Flag, Fumble, est-ce que tu veux nous raconter un peu c'est quoi le plot de l'histoire? Sachant qu'en fait, on n'en a pas parlé avant. Moi, je veux bien le faire, mais c'est que pour moi, ce serait important d'expliquer le twist du tome 1, puisque ça fait tout l'intérêt de donner envie aux gens d'y aller, quoi. C'est pas juste un truc entre lycéens simple, c'est un truc très moderne. Donc moi, si je le raconte, je vais expliquer d'entrée de jeu c'est quoi le but de cette histoire. Vas-y, commence. J'y vais. Donc, pour ceux qui ne veulent pas le twist, je parlerai pour ceux qui ne veulent pas le twist à la fin du tome 1, mais c'est le tome 1. Juste un moment. Il y en a 8. Je crois que ça va être difficile de ne pas spoiler. Hein. Je pense qu'on peut. C'est vrai. Ah bon, alors, allons-y. C'est tout le thème en fait. Alors, Blue Flag, c'est incroyable puisque du coup, c'est la romance 2.0 qu'on attendait. Qu'il fallait absolument voir, lire. Ça fait du bien. Ça nous fait beaucoup de bien. C'est pas remboursé par la Sécu, c'est malheureux. C'est l'histoire de jeunes adolescents, des lycéens en l'occurrence, qui arrivent dans leur dernière année au lycée. Et c'est cette fameuse année dans laquelle tout se chamboule parce qu'il faut prendre plein de décisions par rapport à son avenir. Et puis on se pose plein de questions par rapport à soi, comment on se situe par rapport aux autres. Et également la romance, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés par ce thème dans leur vie en général. Et l'adolescence, le lycée en l'occurrence, peut être le théâtre des premières amourettes. On va y avoir droit d'une manière totalement innovante. En tout cas, quand on est habitué à lire du shoujo classique ou du shonen classique, c'est un petit peu, ça donne un petit coup de frais, hein, un petit coup de frais, tout comme les petites fleurs de cerisier là qu'on voit là. On sent le petit vent sur le visage quand on lit Blue Flag. On va suivre, du coup c'est Keita, c'est ça? Non, Taichi, putain. Il s'appelle pas Keita Taichi ou un truc comme ça. Taichi, on va suivre Taichi, qui est donc notre héros, ici, là. Voilà, c'est Choupinet. On va l'appeler Choupinet aussi. Oui, il est trop chou. Ils sont tous trop choupis. Ils sont tous choux, mais c'est tous nos enfants. C'est tous nos enfants, c'est terrible. Ouais. Taichi qui donc va se retrouver dans la classe d'un de ses anciens potes qui s'appelle Touma, qui, alors lui, c'est l'opposé. On a Taichi, c'est le petit brun, cheveux un peu ébouriffés, gentil mais discret et pas forcément très à l'aise avec tout le monde. Et t'as Thomas, le super beau gosse, kakoi, hyper grand, sportif, lumineux, solaire, qui du coup est dans sa classe. Et quand ils étaient tout petits, ils s'entendaient vachement bien, ils étaient trop potes. Et en fait, dans cette classe, il y a également une troisième personne, qui est la petite Futaba. C'est le petit hamster. Voilà, c'est la caution mignon du manga, mais pas que ça. C'est génial, c'est un personnage féminin qui va être cute, mais qui a un rôle à jouer extrêmement important aussi. C'est vraiment cool de se dire qu'elle n'est pas qu'un petit accessoire ou un petit objet de décoration. Futaba, ça va être un peu le premier personnage qui va foutre un coup de pied au cul à toute cette histoire, puisque dans Blue Flag, on a littéralement un triangle amoureux.
on a un triangle amoureux ici, et c'est peut-être pas celui que vous vous imaginez, mais en gros, on a Futaba qui va venir parler à Taichi pour lui dire qu'elle aimerait bien être en relation avec Thomas. Donc on se dit, truc classique, j'ai vu ça 20 fois dans ma vie. Ok. Du coup, on va vite découvrir que Taichi, de son côté, qui à la base veut pas. Hein, voilà, à la base veut pas, mais pour plein de raisons hyper bien expliquées aussi. Ça, c'est incroyable. Putain, ça me tuait tellement. On était dans le vrai tout le temps et que, en fait, tout ce que pensent les personnages, et c'est écrit, c'est tu mets des mots. Tu mets des mots précis sur des sensations, sur des choses que tu as connues, que tu as vécues, et tu dis mais oui, c'est exactement ça que j'ai ressenti dans ma vie ou que j'ai ressenti en voyant tel truc, c'est exactement ça. Et donc c'est impressionnant tellement on est capable de mettre des mots sur toutes ces choses-là. Et donc on a Taichi qui du coup va finalement en aidant la petite Futaba, j'arrive pas avec mes doigts, Futaba elle est là, en aidant Futaba, en fait il va vachement se rapprocher de Futaba, ça va également créer un trouble auprès de Taichi, mais on va découvrir très rapidement que Thomas, le kakoi, là, le mec hyper classe dans le club de baseball, qui d'ailleurs ne sort avec aucune fille parce que finalement les filles ont beau faire des millions de déclarations, il dit toujours non. En fait, il est amoureux de Taichi. Voilà, c'est fin du tome 1, vous apprenez ça. Et donc sur toute l'histoire, sur les 8 volumes, c'est un chamboulement permanent. C'est un chamboulement permanent avec un fil rouge extrêmement bien tenu, avec plein de petits événements qui vont apporter de nouveaux questionnements et qui, du coup, vont vous permettre de découvrir vraiment une histoire qui va tourner effectivement beaucoup autour des sentiments amoureux et d'explications finalement. C'est quoi être amoureux en vrai? Est-ce qu'on est amoureux parce qu'on sait qu'on aime le sexe opposé ou pas? Est-ce que être ami avec le sexe opposé, c'est possible ou pas si on est hétéro? Enfin, il y a plein de questionnements qui finalement sont très légitimes. Et même aujourd'hui, passé 30 ans, c'est des questions, si on ne se les est pas posées avant, il n'est jamais trop tard pour se les poser. Et ça fait réfléchir, ça fait finalement comment dire, pour la tolérance également, puisque c'est des marginaux, forcément. Vous savez bien, au Japon, on en parle, il y a des clichés, il y a des codes, on enferme les gens dans des petites boîtes et il y a encore beaucoup de mangas aujourd'hui qui traitent des gros problèmes justement que vivent et les communautés LGBT et du coup les gens qui vont être plutôt dans la minorité. Qui vont être considérés comme des marginaux. Il y a beaucoup finalement d'explications qui sont données par rapport à ça, mais pas des explications sur la situation au Japon, mais juste le rapport à l'humain. Juste le rapport à soi, le rapport aux gens, comment ce qu'on vit nous, ce qu'on ressent et ce que les autres ressentent par rapport à nous et pourquoi finalement il faut essayer d'accepter et de comprendre les autres et aussi bien ceux qui ne veulent pas nous comprendre que ceux qui nous comprennent, et c'est tellement bien expliqué, c'est des discussions incroyables comme disait Nesrine tout à l'heure entre les personnages, mais vraiment des quantités de dialogues. Je me souviens d'un dialogue, on en avait parlé d'ailleurs avec Fumble quand on avait lu, parce qu'on lisait sur Manga Plus également à l'époque. En fait c'est dans le volume 7 d'ailleurs, du coup comme j'ai tout revérifié, c'est dans le volume 7. Et avant ça, je t'avouerais que avant le volume 7, je trouvais toujours que c'était un excellent triangle amoureux. Je le trouvais un petit peu classique, même si effectivement c'est une histoire universelle. Comme tu disais, c'est pas forcément lié à la société du Japon. On peut la retranscrire un peu partout. Et le fait que ça soit un triangle amoureux avec deux garçons, c'était intéressant, mais je le trouvais vraiment dans sa narration, ça tournait comme n'importe quel autre triangle amoureux plus shoujo. Et il y a eu le volume 7. C'est-à-dire que là, vraiment, quand je l'ai lu, j'étais par terre. C'était un ascenseur émotionnel au niveau des échanges entre ces personnages qui se retrouvent pour se dire toute leur vérité. Mais oui, pendant le festival, là. Après le festival. Après, une fois que la vérité est sortie et qu'ils se retrouvent chez Kensuke, je sais pas chez Kensuke, je crois. Chez les deux petites racailles, là. Voilà. Ouais, mais les deux petites racailles qui, justement, ont les meilleurs arguments, qui sortent les meilleurs arguments. Ils ont de très bons arguments. Qui sont les plus franches et qui arrivent à créer la confrontation et à la résoudre en même temps. Ça m'avait complètement retourné ce tome. Personne n'a ce genre de discours en général dans les mangas, c'est fou. Comment tu l'as abordé? Parce que moi j'ai pas lu la VF. Comment tu l'as abordé ce passage-là précisément en fait? Tu sais, c'est le passage où ils sont dans la chambre
Oui, non, mais je vois tout à fait de quel passage tu parles. Bah, je sais pas, j'ai traduit les mots qu'il avait écrits dans les bulles. Ça surprise de lire ça par rapport à ce que tu avais l'habitude de traduire. Bah attendez, si vous voulez, je vous ressors pour que les gens comprennent, je vous ressors peut-être quelques passages de bulles, en évitant les passages où il y a les mots qui expliquent la situation. Mais arrête de spoiler, toi. Là. Mais je ne spoil pas. Mais genre, pour comprendre, c'est quoi la complexité du propos, parce que genre justement, c'est les bulles, je pense, qui nous fascinent autant. J'ai pas... Oui, attendez. J'ai passé... Mon blue flag est tombé sur le clavier. Excusez-moi. J'ai des blue flags partout ici. Donc, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est une des deux meufs racailles, là, un peu. Enfin, je les appelle un peu des racailles aussi, elles. Les gens qui détestent tout et n'importe quoi sont juste... Putain, elle a retenu les noms. J'ai pas retenu leur nom. Les gens qui détestent tout et n'importe quoi sont juste bêtes, irascibles et faibles. Dans le fond, dire je déteste ceci ou cela signifie je veux pas faire l'effort de comprendre, je veux pas savoir, je refuse ou je rejette ce qui sort de ma zone de confort. Tu t'offusques au premier contact parce qu'une chose t'est étrangère, qu'elle t'est instinctivement anormale, mais une fois que tu te renseignes, tu te rends compte que tu te trompais. En revanche, si après ça tu continues à te borner et à trouver ça contre nature, tu finis par abandonner toute idée d'acceptation et tu décrètes détester cette chose. Enfin, tu vois, c'est tout un raisonnement, alors qui est très intéressant, puisque ça, c'est donc d'un côté les gens qui disent ça, puis après de l'autre côté, ils peuvent leur rebalancer les mêmes arguments. Ouais, c'était un peu compliqué comme discussion, j'ai trouvé. Ouais. Parce qu'au final, toi, tu as des idées, toi, tu dis, bah, moi, je pense comme ça, bah, moi, je suis pas homophobe, moi, j'accepte les autres, etc. Je suis pour l'amour, ou je suis pas pour l'amour, peu importe. Et les arguments qui se balançaient, au final, personne n'a raison dans cette histoire. Ouais. Et ça, c'était intéressant, je trouve. Et c'était justement intéressant. Voilà. Là, genre, mais c'est quoi la finalité et au final, on s'en fout, puisque de toute façon, Kennosuke, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus, ça reste un petit con. Voilà, il y a plein de petits cons dans la vie, c'est comme ça, mais comme ça. Il accepte son pote. Mais en fait, ça décrit tout à fait une personne qui a pu être conne à un moment donné et en rencontrant des gens différents d'elle, a changé. Comme moi, on peut tous changer, on peut tous être cons à un moment donné, on peut tous changer en bien, j'espère. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est que c'est c'est pas genre lui, il est bien, lui, il est pas bien, etc. C'est qu'on change. On accepte, il y a des choses différentes qui font flipper. Et c'est on peut aussi comprendre. Je vais pas aller cautionner un homophobe ou quoi, mais on peut comprendre que quand un truc t'as été éduqué d'une certaine manière, tu vois, toute ta vie t'as pensé d'une certaine manière, et boum, ton meilleur pote il est gay, et ben peut-être qu'il y a certaines personnes que ça peut choquer, ça peut arriver. Mais si cette personne à un moment donné elle change et elle passe ce délire du choc, du « oh là là, me touche pas, c'est dégueulasse ce que tu fais, t'es mon pote et puis rien à foutre », tu vois. Bah ça c'est cool et c'est ce qui se passe avec lui quoi. J'ai spoilé, là j'ai spoilé. Là c'était un mini, mais c'était un mini spoil. C'était un mini spoil parce que. On pouvait pas ne pas spoiler. C'était un mini spoil parce que concrètement il y a plein d'autres choses qui se passent dans ce manga et ce qui est intéressant à mon goût sur les 8 volumes, qui à aucun moment d'ailleurs ne battent de l'aile dans le rythme ou dans l'intensité du récit. Pourtant il n'y a pas d'action, il n'y a pas de. Il y a un petit peu de baston, mais il y a pas de, c'est pas une aventure, c'est pas un isekai, et pourtant je trouve qu'on est captivé par l'histoire tout le temps. Il y a vraiment pas de moment mou, trop quoi. Vraiment, je trouvais ça. Moi, ce que je trouve vraiment extra, et moi par exemple, j'ai été beaucoup plus bluffée par ce qui s'est passé dans le volume 5 que par le volume 7, parce que le volume 7 c'est une discussion que peut-être moi j'ai eu 20 000 fois avec des gens, tu vois. Ouais. En revanche, ce qui se passe dans le volume 5, il y a un perso, il y a un revirement de perso où on croit qu'elle est un espèce d'archétype de personnage de shoujo. C'est Nami, c'est ça. Et puis après, on comprend qu'en fait, trop pas, qu'elle est juste. Ça, j'avoue que c'était impressionnant. C'était impressionnant, quoi. Moi, j'ai kiffé ce passage. C'est tout le volume, en fait. C'est comme si le tome 5 lui était consacré. Ce genre de nana dans le shoujo, elles me sortent par les oreilles, quoi. Il y en a toujours une. Genre comme, c'est la fameuse. Je sais pas si elle s'appelle comme ça, je me rappelle plus. Dans Pretty Girl, il y avait Sae, c'est comme ça qu'elle s'appelait, je sais plus. Tu vois, voilà, il y en
il y en a partout une comme ça, tu vois. Et soit elle continue à être une connasse, soit elle devient sympa parce qu'elle devient amie avec l'héroïne. Mais Mamie, c'est pas ça. Tout simplement, tu vois, genre au début tu crois que c'est ça avec oui, ça, c'est impressionnant. Trop pas. Et ça c'était vraiment super, j'ai bien kiffé et du coup je la kiffe trop. Mais c'est un manga du coup qui finalement est plein de surprises tout le temps. Parce qu'il y a plein de choses qu'on te montre et parce que tu as déjà les acquis de tous ces stéréotypes, de tous ces codes, et ben, du coup tu continues ta petite histoire tranquillement en disant oh surprise 1 sympa, oh, encore une surprise et puis ça va de surprise en surprise. Après si t'as jamais lu de manga et que c'est le premier que tu lis, peut-être que tu le ressens un peu différemment, mais pour moi qui suis très habituée, tout dès le début rapidement c'était surprenant tout le temps et jusqu'au bout. En fait moi ce que j'ai beaucoup aimé sans expliquer ce qui se passe à la fin, c'est qu'il y a toute une partie sur vraiment genre le dernier chapitre où l'artiste finalement le ou la mangaka s'adresse directement au lecteur. On sent que on est sur un bout où c'est une narration qui raconte des trucs, mais on sait qu'en fait c'est un message. C'est un message qu'on nous envoie et je trouve que c'est finalement une belle manière de terminer ton histoire que de t'adresser directement à ton lecteur et lui dire que voilà, raconter les histoires c'est ça, et que des fins il peut y en avoir plein de différentes et que du coup il faut en choisir une et que l'artiste en choisit une au milieu de toutes celles qui sont possibles et c'est juste une fin parmi tant d'autres et enfin je sais pas, je trouvais que c'était beau parce que finalement c'est vrai et ça m'a fait penser à tous ces espèces de mini-scandales qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a toujours des gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, ça n'a été inventé que pour ça, se plaindre publiquement d'artistes qui terminent leurs œuvres et les fans ne sont pas contents. Je sais qu'il y avait eu du coup le cas pour Domestic Nakanojo et l'autrice, pour le coup c'est une autrice, elle s'était fait incendier sur les réseaux sociaux parce que l'histoire s'était pas terminée comme apparemment une grande partie des gens voulaient ou juste la partie des fans qui était la plus virulente sur les réseaux sociaux, je sais pas. Mais du coup j'ai trouvé ça gonflé, tu vois, je me suis dit mais les gens ils comprennent pas, c'est pas eux qui dirige l'histoire et du coup quand j'ai vu ça, car c'était à peu près la même période en plus quand ça s'est terminé au Japon, c'était à peu près la même période que Domestic Nakanojo, je me suis dit putain il y a un truc, tu vois, c'est une manière de leur dire peu importe ce que vous direz, cette fin c'est la fin que j'ai choisie et voilà quoi, et donc jusqu'au bout Kaito, qui que tu sois, refais des histoires, refais des mangas. Monsieur ou madame. En fait, moi j'étais vraiment triste que ça se termine parce que en fait je les kiffe en fait ces persos vraiment, mais genre vraiment j'ai souvent pleuré en bossant dessus et tout, je les adore et j'ai juste hâte qu'il y ait un nouveau manga de Kaito. C'est tout ce que je veux. On va demander à Grégoire Hello d'aller dessus. Oui. Ouais, Grégoire, il n'avait pas dit justement qu'il y avait un chapitre de plus. Une fin alternative. Un petit bonus, un petit épilogue. Non, c'est sur la couverture, là, il y a un truc sur la jaquette. Non, sur la jaquette, il dit qu'il y a des fonds d'écran, mais en fait, il parle, je crois, le dernier chapitre qui s'appelle, chapitre d'ailleurs, alors sans spoiler, hein, bien sûr, évidemment, mais le dernier qui s'appelle chapitre final, il me semble qu'il avait dit, ça c'est je sais pas si c'est ça qui est en plus ou si c'est le petit discours à la fin de l'auteur, en fait, finalement. Mais en tout cas, il avait dit qu'à la fin, il y avait quelque chose de plus. D'accord. Moi, je crois qu'il parlait de ça. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Je crois qu'elle n'avait pas regardé l'intérieur de la jaquette. J'ai pas vu. Alors, j'avais pas vu cette partie-là. Bon, je vous rassure, dans les autres jaquettes, il n'y a rien. C'est vraiment que sur le 8. Je suis en train de vérifier. C'est pas de ça qu'il parlait. Je me rappelais plus, pour moi c'était vraiment. Mais il nous avait dit ça, car on avait reçu Grégoire Hello début janvier, effectivement, et il nous avait dit, oh, il y a des petites surprises qui arrivent et tout. Et Blue Flag, on l'avait un peu tanné dessus, quoi. Apparemment, le petit discours est en plus, me dit Tanja. Et Tanja qui veut son volume. Bah oui, je comprends. Ouais. Mais il sort demain, officiellement. Donc, c'est ça, hein, le 17, hein, Kurokawa, c'est le 17. C'est les mercredis qui sortent leur manga. En tout cas, vraiment une œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Va dire ça à mon mari. Quoi Je peux me plaindre. Il dort là, ça se trouve, il m'entend pas. Oui, et je l'ai tanné, ça fait des années que je le saoule pour qu'il le lise, d'accord? Il a fini par accepter. Ouais. En fait, il m'avait promis de le lire, tous les mois il promet de le lire, tu vois, c'est des années que ça dure. Et
Et du coup, il y a genre 2-3 mois, il a commencé à les lire, et puis fini le premier volume, il me fait ouais, c'est sympa. Voilà. Il en a lu genre 3, et après il m'a fait j'arrête, c'est bon, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Et j'ai fait la gueule, hein. J'ai fait la gueule. Mais c'est ce que tu disais, Caro, tout à l'heure, tu disais qu'en fait, nous, on a l'habitude de lire des shoujo, du coup, on a tous ces codes, etc. en tête, et du coup, lire Blue Flag nous a un peu libérés, tu vois. Et je pense que Enzo, il a jamais lu de shoujo, donc il sait pas, il comprend pas à quel point Blue Flag c'est révolutionnaire. Voilà. Mais ça doit ma meilleure être ça. amie les lit aussi, et elle les aime beaucoup. Ma meilleure amie, elle s'appelle Marie, et elle les a tous lus, voilà. Et elle les a donnés à lire à ses élèves, parce qu'elle est prof. C'est bien ça, c'est bien, parce que ça, il apporte, comme on disait tout à l'heure, la discussion où justement il y a les arguments pour et contre, c'est génial. C'est très utile. Ce passage-là, juste cette discussion-là, elle est vraiment en cours, ça doit être super. Pour moi, et puis la fin t'oblige à prendre sur toi, t'oblige à dire comment je me positionne par rapport à cette fin, en fait. Comment je me sens par rapport à cette fin. Moi, je me positionne bien. C'est vraiment obligé. Mais tu sais que moi, sur le coup, ça m'a perturbé. Bah, oui. En fait, j'ai dû vraiment réfléchir à la fin et me dire, je suis complètement con, en fait, d'avoir été perturbé par ça. Parce que mais il y a des choses que j'avais oubliées. Parce que tu sais, t'es pas en permanence en train de réfléchir à ça. Et tu as déjà des fois des pensées, parce que je suis obligé d'être super vague parce que je veux pas spoiler, mais tu as déjà des vues que toi-même tu as oubliées. Et donc, quand j'ai vu cette fin avec tout le récit qu'il y avait derrière, je m'étais fait une idée. Et ça m'a perturbé, mais pas parce que c'était. Je me suis dit, c'est pas forcément possible. Et après, je me suis dit, mais si, c'est forcément possible, parce que j'ai d'autres exemples que je connais déjà, en fait. Et donc, je me suis dit, mais je suis complètement con d'avoir été perturbé. Parce que moi, je me suis dit, cette fin, je l'accepte très bien, mais je veux en voir plus. On veut une suite. Je veux voir plus. Bah oui, on attend le spin-off, là. Je comprends pas ce qui se passe. Comme dans We Never Learn, tu veux une fin pour chaque possibilité. Non. On veut juste la suite de cette fin. Le multivers. Le multivers. Mais moi d'ailleurs, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, Fumble, puisque du coup, moi, quand j'avais lu la fin en anglais, du coup, puisque la version française, j'ai pas encore eu le temps d'aller jusqu'à la fin, donc j'ai mes souvenirs surtout de la fin en anglais sur Manga Plus. Mais du coup, moi, comme pour cette chronique, j'ai tout revu. Il y a certains passages, j'ai fait non, ceux-là, je vais les lire pour me les réimprégner et tout. Donc j'ai relu plein de passages et tout. Et en fait, je les ai relus en me disant que je savais quelle était la fin. Je vais pas vous dire que tout prend du sens comme si c'était un Attack on Titan avec des références sur ce qui arrive à la fin, tu vois. Mais en fait, ben oui, en fait, c'est juste que stéréotype, tu vois, habitude. Forcément, on va dans un sens, dans une direction. Et en fait, quand tu sais déjà, tu relis tout et tu te dis, en fait, non, il y a même pas de. C'est évident. Il y a des choses qui sont évidentes, mais tout peut être évident, en fait. C'est ça qui est super intéressant et c'est ce qui est démontré aussi à travers les différents dialogues qu'on peut voir, c'est que tout est possible. Tout peut arriver et en fait, il faut, il y a tous les discours sur la confiance en soi, etc., etc. Mais là, c'est pareil finalement dans l'idée, il suffit d'eux, mais selon les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait, forcément, on va pas au même endroit. Et du coup, tout est possible à partir du moment où on fait des efforts dans un sens, etc. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, la fin finalement de Blue Flag, c'est un message d'espoir, la porte des possibles. Et du coup, c'est pour ça que vraiment, il faut que les gens le lisent. Mais tout public confondu, il n'y a pas un genre de public pour moi, pour Blue Flag, c'est pour tout le monde. Tout le monde a été ado, merde, dans sa vie. Tout le monde est passé par des phases de questionnement. Peut-être que les gens qui ont 90 ans vont moins se poser de questions, je sais pas, mais pour moi, c'est un truc open et à lire à partir de l'entrée au collège. C'est bien, je pense, à partir de l'entrée au collège. Quand tu commences justement à vraiment te dire ton corps change et que là, peut-être, du coup, c'est plein de moments de questionnement. Il y a Noëlla, sa fille, elle les lit. Elle est assez jeune, hein. Elle a au collège, 12-13 ans. Ouais, 13 ans au collège. Mais c'est vrai qu'on disait toutes ces histoires de questionnement. Après, moi personnellement, le Taichi m'avait beaucoup déçu jusqu'à à peu près le tome 6... jusqu'à la fin, quasiment, il m'a déçu jusqu'à la fin.
mais parce que c'était un ado, parce que c'est dur en garçon, hein. Oh là là. Mais justement, ce manga prouve justement cette réflexion qui peut nous amener à évoluer, à changer, à revoir un peu. Et lui, en fait, c'est marrant parce que dans la fameuse scène de la discussion, il y en a plusieurs discussions dans ce manga-là, mais il est souvent en retrait, il est souvent en train d'écouter. Il est beaucoup dans l'écoute, justement. Bah, c'est nous. Fois, hein. Il est nous. À chaque discussion, je crois. Hein, il parle pas beaucoup. Ouais. Pour moi, Taichi, c'est nous, en fait. C'est vrai. Pour moi, Taichi, c'est le lecteur, en fait. Il est là, il intègre. C'est possible, oui. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais, moi. Parce que ce que tu dis, je le ressentais aussi. C'est le héros. C'est ça, on lit la discussion, et ben lui aussi, lui il l'écoute, nous on la lit, on est un petit peu au même point que lui à ce moment-là. Puis après, il y a beaucoup de moments où il s'isole pour justement la réflexion, quelle réponse il va apporter, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. Il y a la question de l'orientation aussi, à un moment qui se pose. Enfin, il y a beaucoup de... Ouais. D'ailleurs, la personne qui a dessiné a précisé qu'il fallait que ce soit un moment charnière en fait de leur vie, qui était qu'est-ce que vous allez faire plus tard dans votre vie, parce que tout ça en fait c'est un peu mêlé. C'est un peu la réflexion de pas mal de choses, et donc lui il se retrouve complètement perdu au milieu de tout ça. Donc souvent j'avais envie de lui mettre des coups en me disant mais allez là, faut que ça avance plus vite ta réflexion, et donc j'étais un peu déçue. Puis après la personne qui l'a dessiné m'a montré qu'elle maîtrisait totalement son sujet, et donc finalement la déception était de courte durée, puisque à la fin de toute cette réflexion, quand vers le dernier tome, même un petit peu avant, on commence à avoir tout le résultat finalement de cette réflexion, on n'est pas déçu. Enfin, moi, j'ai pas été déçue en tout cas du fruit que ça a donné et de l'évolution du coup de Taichi. C'est vrai qu'il est assez, il est assez en retrait, il est assez inactif, il est très égoïste. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'il est complètement paumé et qu'il se retrouve au milieu d'un truc alors qu'il a jamais été au milieu de rien du tout. On l'oublie, mais au début, c'est vraiment l'introverti. Hein. Bah, c'est pas le concombre. Et je trouve qu'il fait quand même des bons trucs. Hein. Genre, il fait des trucs assez courageux, il s'impose à certains moments, même avant la fin. Hein. Donc, moi, je l'aime bien, Taichi Lichou. Et moi, je l'adore depuis le début, personnellement. Ils sont mignons, mais ils sont tous tellement mignons. Mais ils sont tous mignons, parce que même les personnages chiants, finalement, ils ont quelque chose de mignon, parce qu'on se rend compte que quand ils parlent et qu'ils s'expriment, que c'est pas dans un but d'être mauvais ou d'être méchant, et que finalement, on a tous envie de les prendre dans nos bras, de leur faire des câlins, de les consoler quand ça va pas, et de leur dire non mais ça ira mieux demain. Je te promets, demain ça ira mieux. Donc vraiment, mais c'était elle ma préférée. Elle, c'était le meilleur perso. Mais elle est tellement classe. Ah, comment elle s'appelle déjà? Elle, c'est Masumi. Masumi. Elle est tellement stylée. Masumi, elle est incroyable parce qu'elle prend. C'est pas qu'elle prend cher, mais elle assume énormément sur ses épaules, tout le temps depuis le début. Tu vois, c'est lourd pour elle. Et du coup, elle est très très sérieuse. Et elle a pris vraiment pleinement le poids des conséquences possibles de ses potentiels choix. Et ça la pèse dès le début du récit. Et en fait, moi, la discussion justement qu'elle a avec Aki, la femme du frère. Je trouve ça tellement génial comme discussion. Moi, c'est un des moments, pareil, qui m'a boosté. Vraiment, ça m'a boosté parce que du coup, pareil. Le couple aussi, il est sympa. Le frère, il est sympa. Tu vois, c'est quoi être un frère qui doit élever un gamin parce que, tout seul, faire ses études. Et puis que là, en fait, j'ai peur qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, je dis un truc que je suis pas censée dire sur l'histoire, mais il y a plein d'événements de la vie de tous les jours et quand je dis la vie de tous les jours, je dis pas je me lève métro boulot dodo quoi, pas du tout ça, mais des événements d'une vie. Qui sont très réalistes et qui nous changent la vie et qui nous font nous poser des questions et qui nous font être cons ou être égoïstes ou être un peu méchants ou jaloux ou peu importe, mais c'est des trucs très très humains et putain, franchement, j'avais jamais autant réfléchi sur mon blog que là aujourd'hui.
Bah, ça m'étonne pas. C'est un titre qui est vraiment, vraiment très bien. Je pense qu'on en a parlé un petit peu en large, en long et en travers. On va éviter d'en dire plus au cas où. On commencera à sortir vraiment les trucs qu'il faut pas, parce que l'élément le plus important, c'est ce que j'avais dit au tout début par rapport au concept même de cette romance qui ne parle pas que de romance du tout. C'est tout le reste qui est hyper important également. On va passer à la suite. On va parler d'un titre que apparemment pas tant de gens que ça connaissent, et pourtant je le trouve excellentissime. Final Fantasy Lost Stranger, édité chez Mana Books. Et alors pour le coup, moi j'avais chez moi, j'avais le tome 1. Je l'avais chroniqué. En fait, j'aime beaucoup cette histoire parce que ça fait partie des tout premiers titres, des tout premiers mangas que j'ai chroniqués quand je me suis lancée à faire de la review manga sur Twitch il y a 3-4 ans, 3 ans, je sais plus. Donc j'y tenais beaucoup. Ouais. Bah en fait, quand c'est sorti, je sais plus quand est sorti le tome 1, mais c'était à peu près la même période. Et du coup, parce que tu venais, je les ai tous achetés. Je les ai commandés. Ils sont là. Alors il en manque, je crois, un qui est resté là-bas. Mais du coup, bon, j'ai le 1 qui est rangé, j'ai la suite qui est là. Mais admirez-moi la beauté des covers, quoi. Déjà, rien que ça, c'est beau. C'est magnifique. Et alors Final Fantasy Lost Stranger, non, ce n'est pas l'adaptation d'un des jeux vidéo de Final Fantasy. C'est inspiré de l'univers Final Fantasy. Donc si vous êtes fan, achetez-le, parce que merde, elle s'est fait chier Nesrine pour réussir à récupérer toutes les références et rendre ça vraiment top pour un fan en tout cas de la licence. Mais Final Fantasy, c'est tout simplement un isekai. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le premier isekai que j'ai lu de ma vie. Je crois que c'était lui. Il y avait déjà le camion, on était bien, on était dans les bonnes refs. La cocoon qui débarque et qui fait oh bah pardon, excusez-moi, c'est ici que j'enlève des vies. Par contre, un isekai est un peu particulier parce que en fait dans Final Fantasy Lost Stranger, on a un héros et sa petite sœur qui sont tous les deux hyper fans de Final Fantasy, et leur rêve dans la vie, c'est d'aller bosser en gros à Square Enix, tu vois, dans l'idée. Parce que forcément, Square Enix, c'est Final Fantasy. Et du coup, je crois de me souvenir, ils y arrivent. Ils y arrivent et tout, ils sont trop contents. Ouais, ils sont trop contents et tout. Ils arrivent à bosser à Square Enix, c'est leur rêve, tu vois. Ils adorent Final Fantasy et tout. Et puis, pas de bol, hein, voilà, leur bonheur est fauché littéralement. Et du coup, ils se retrouvent à mourir et se réincarner dans un monde d'heroic fantasy qui, bizarrement, ressemble trait pour trait à ce qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel univers de Final Fantasy. Donc, eux, qui sont des gros otaku de l'univers, ils ont tout capté tout de suite et tout. Ils ont du mal à y croire au début, évidemment, hein, faut pas déconner, hein, ils sont un peu réalistes hein, dans leur situation. Mais ça part très vite en mode ok, alors attends, si j'ai bien compris, donc ça faut faire comme ça machin et tout. Ils vont rapidement également trouver oui, il y a un petit bruit de clochette. Peut-être que c'est ton casque. Est-ce que tu peux débrancher, rebrancher ton casque? Je reviens. Ouais, hein, ça avait l'air d'avoir un rapport. Ah, ouais. Tac. Un petit coup de... On replug tout ça. Ah, il n'y a plus de bruit de clochette. Il n'y a plus de bruit de clochette. Largement mieux. D'accord. Ouais. Donc, désolée, hein. Non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il s'est amplifié petit à petit parce qu'il était revenu pendant Blue Flag, mais un petit peu, puis tout doucement, petit à petit, de plus en plus fort. Ah, mais on n'a plus Nesrine. On n'a plus Nesrine. Ouais. Ah! Ah zut. Bah oui, elle s'est figée, ça veut dire que ça a coupé. Mais du coup, elle peut revenir à tout instant. Ça se trouve, en fait, elle a... C'est bon. Ah, désolée. Parfait, il n'y a pas de souci. Je suis sur mon téléphone et c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de... C'est bon, il n'y a plus de bruit et tout. Alors par contre, du coup... Mais il n'y a pas d'image. Oui, mais c'est parce qu'en fait, elle a dû partir et revenir, j'imagine. Attendez, je vous la réintègre tout de suite, puisqu'ici, on intègre des gens, vous savez. C'est le concept. Tac. Et normalement, elle va arriver si tout se passe bien. Oui, Nesrine est avec nous. La revoilà. Pour nous écouter parler de Final Fantasy Lost Stranger, qui est une œuvre éditée chez Mana Books, qui sont connus alors pour faire aussi également des artbooks, mais beaucoup de choses souvent autour de l'univers du jeu vidéo.
Je sais qu'il y a d'autres histoires adaptées, d'autres licences, voilà, exactement, des œuvres sous licence, beaucoup. Et donc Final Fantasy Lost Stranger, qui en est à son 7e tome. Le 7e tome ne va pas tarder à sortir. J'ai vu qu'il était commandable sur différents sites où on achète des mangas. Mais moi, du coup, j'ai pris jusqu'au 6. D'ailleurs, le 6 doit être ailleurs. Je ne l'ai pas pris avec moi. Mais je les ai tous pris, je les ai tous commandés. Et en fait, c'était une décision que je voulais prendre depuis le tome 1. Parce que le tome 1, je l'avais littéralement adoré. Regardez les dessins, comment ils sont stylés. Parce que du coup, je n'ai pas de petites images à vous montrer là. Mais c'est hyper bien dessiné, c'est vraiment propre. Si vous aimez l'univers Final Fantasy, si vous aimez, on va dire, l'univers même de l'isekai ou de l'heroic fantasy un petit peu, je pense que vraiment ça peut que vous plaire. Il y a même un twist sur le premier tome, parce que du coup, je vous disais, il y a un frère et une sœur qui débarquent dans l'univers, qu'ils ont toujours rêvé d'intégrer, mais genre jamais ils auraient pu imaginer pouvoir y arriver pour de vrai. Ils vont se faire des alliés, ils vont commencer à utiliser leurs capacités dans cet univers-là. Il va se passer beaucoup de choses, va y avoir des très très gros drames, va y avoir une quête, une aventure, un fil rouge, beaucoup de choses qui se développent, mais le tome 1 reste vraiment une espèce de petite vitrine de présentation. On sent que ça commence vraiment après, pour le coup. D'ailleurs, Nesrine est actuellement en train de bosser sur la suite de la traduction. Du coup, ça avance. C'est une histoire avec beaucoup de personnages. Hein. Si vous aimez vous dire qu'il ne faut pas lire un tome par an parce que vous allez oublier ce qui s'est passé avant, je pense que ça peut être votre kiff. Il y a des personnages qui arrivent tout le temps. Mais vraiment, les covers, je pense que c'est le truc sur lequel ils m'ont attrapé. Et les décors sont assez beaux aussi. C'est des décors vraiment à la Final Fantasy. Ah oui, non, mais en vrai... C'est grandiose, un peu barré. Non, mais il y a des chocobos. C'est vendu, c'est fini. Il y a des chocobos, je veux dire. Et je crois que c'est encadré par des gens de Square Enix. Donc, oui. Ça aussi, ça doit être assez réglementé pour pas mettre n'importe quoi dedans, à mon avis. Oui. C'est vrai, je l'avais lu, je crois que ça avait été indiqué quelque part sur le tome 1 justement. Dans les blabla du premier, ça fait super longtemps, je m'en rappelle plus très bien, mais je crois qu'il y avait ça. Ouais. Moi personnellement, j'ai pas tout lu, mais on demande si c'est compréhensible si on n'y connaît rien à Final Fantasy. Ah oui, complètement. J'avais lu, oui. On peut tout à fait également. C'est juste qu'il y a des références qui vont pas te parler, mais du coup, ce sera même pas des références, c'est juste que c'est des choses que tu vas voir arriver dans l'histoire. Mais juste, tu vas l'intégrer comme « Ah, ok, donc il y a un chocobo, il y a un mog, il y a un machin. » Ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs personnages et plusieurs donc, personnages gentils ou méchants, boss, etc., un peu mélangés, plusieurs races, etc. Tout ça sorti de tous les FF qui sont sortis du premier jusqu'au dernier à cette date. Mais ce sont des personnages dans un manga, donc ils ont des histoires et tout. Donc ça n'a rien à voir avec le jeu, en fait. Ça n'a vraiment rien à voir avec le jeu. Il y a des... c'est l'univers, quoi. C'est exactement l'univers. Il y a, comment on dit, il y a des aventuriers, donc ils font une team d'aventuriers. Il y a des monstres sortis du jeu, il y a des attaques sorties du jeu, etc. Je vous montre un petit peu d'ailleurs, quand il y a des monstres et tout. Une histoire. C'est vraiment très 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 stylé. Et d'ailleurs, petit détail pour ceux qui aiment bien justement tout ce qui est un peu stylé jeu vidéo, c'est que du coup, on va avoir des petites, des espèces de petites cases, des petits encadrés avec par exemple le nom d'un boss ou ce genre de choses. Alors attendez, j'en avais eu un en exemple là tout à l'heure. Il est où? Je l'avais vu en tournant les pages. Voilà. Par exemple là, un objet, un item qui va être utilisé, bloc de bonbons. Donc vous avez... ici, voilà, la petite case avec ce que c'est, comment ça s'utilise, etc. Et ce qui est très mignon, c'est que du coup, il y a également des petites pages avec des petits flashbacks de quand ils étaient dans leur monde et qui jouaient aux jeux vidéo. Regardez, comme c'est mignon, c'est quand ils étaient petits. Regardez, oh, voilà. Après, vous pouvez avoir la larme facile aussi. Il y a des moments qui sont assez émouvants. Moi, je trouve qu'en fait, c'était étonnamment, tu vois, un titre qui était bien calibré, peut-être un peu trop bien calibré, mais tu sentais que c'était géré du coup par plein de gens et que c'était pas un truc brouillon, tu vois, c'était assez propre dans son ensemble et c'était un des points sur lesquels je m'étais assez étonnée parce que j'en avais lu quand même des titres avant où des fois quand tu connais pas l'artiste du tout, tu dis on sent qu'il tâtonne sur des trucs.
Là, pas vraiment. On va direct au truc, c'est carré, c'est machin. Ça suit... je pense qu'elle sait très bien où elle va. Ouais. Elle sait très bien ce qu'elle veut raconter, elle sait très bien où elle va. Et elle prend le temps qu'il faut. Oui, parce que c'est pas une parution très rapide. Hein, Et puis les chapitres sont pas forcément tous de la même longueur. Ça dépend vraiment... Et là, on en est au 7 et c'est pas fini, quoi. Hein. Je sens bien que c'est pas fini. D'accord. En même temps, vu ce qu'il propose dès la fin du tome 1, tu vois, tu te dis que... Ah, mais j'étais choquée. Hein. J'ose pas le dire. J'avoue, j'ose pas le dire. Tu ne le dis pas. Je le dis pas. Mais il y a un twist, voilà. Il y a un twist, les gars, tome 1 et du coup, il faut lire la suite après, tu vois. Tu peux pas t'arrêter là. Faites pas comme moi, je me suis arrêtée pendant 3 ans et demi. C'était pas facile. J'ai perdu de vue. Ah et non, mais. Coup, ça me donne envie de m'y remettre. il est super bien. Il est vraiment très, très bien. Je le commence, moi. Je l'avais pas lu encore. Moi, je suis une très grande fan de Final Fantasy. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je joue énormément à Final Fantasy quotidiennement. C'est pour ça que je suis très choquée d'apprendre que tu connaissais. Enfin, que tu l'avais pas lu en tout cas. Non, je suis choquée. Non, parce que ça reste une histoire indépendante qui est dans l'univers de Final Fantasy. Je n'avais pas eu l'occasion de le commencer, mais bon, là, c'est vrai que j'avais pas remarqué que le dessin était aussi beau. Alors, toute ma guilde m'a dit, mais si, il faut que tu le lises, il est trop bien, il faut que tu fasses les romans aussi d'ailleurs. Donc, ouais, il va falloir que je commence un petit peu ça, en plus de tous mes artbooks. Seuls artbooks que j'achète d'ailleurs. Non, mais il est très bien. Et puis, regardez là, on a un héros assez badass qui se pose pas trop de questions existentielles. Hein. Là, pour le coup, il voit du monstre, il y va. Mais c'est un héros que j'aime bien parce que il est quand même assez... un gros geek. Alors, c'est un gros geek, mais il est assez classique dans son genre de héros aussi parce qu'il va être le héros qu'on s'attend à voir. Tu vois, c'est le héros vraiment héroïque qui est là, qui affronte les dangers. On a besoin de moi, j'accours. C'est pas que... comment dire c'est pas My Hero Academia, tu vois. Mais le mec, il a ça en lui, il est en train de, quelque part, bien quelque part, hein, parce que je repense au twist, mais quelque part, il vit sa meilleure vie, où finalement, il risque pas de vivre à chaque combat qui s'approche, tu vois, mais c'est impressionnant, même, je trouve, la représentation de toutes les créatures, là, on voit peut-être pas très très bien, mais ici, là, c'est vraiment hyper fascinant. Le travail combiné de plusieurs personnes, ça fait toujours des choses assez intéressantes. Parce que là, je pense qu'on a du coup un ou une autrice et un ou une dessinatrice. Comme ils sont deux, en général, ça donne des trucs assez carrés. C'est une dessinatrice, c'est une nana, je crois. Une dessinatrice, ouais. Parce que je sais jamais. Hein. Maintenant, je sais que les gens peuvent prendre des pseudonymes. Il y a des gens, je pensais que c'était des autrices. On m'a dit non, c'est des hommes. Et l'inverse. Il y a un auteur, il s'appelle Ken quelque chose, tu vois. Et je fais oui, bien sûr, le mangaka. Non, c'est une mangaka. Ah bon? Mais pourquoi? Quelle idée? Je ne sais pas. Du coup, je me dis, bon, très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. des transitions pour la suite avec ça. Mais finalement, oui, puisque du coup, on va enchaîner sur un titre, alors du coup, qui n'est pas forcément dans les grands classiques, puisqu'on va s'attaquer à un sous-genre du shoujo, en parlant de Boys Love, avec Love Stage. Et en fait, si on a voulu en parler, c'est parce qu'on s'est dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée de mettre en lumière ce titre qui... malgré la période à laquelle il est arrivé chez nous, qui était remplie de titres plus classiques dans cet univers-là, celui-là détonne tellement que il a eu un certain succès au Japon avec adaptation animée, adaptation en film, et il est vraiment très sympa et c'est Marcy qui va vous donner les détails. Oui, parce qu'en plus, on est tout à fait dans l'actualité. Alors, tout à fait, pas vraiment, puisque le film date de 2020, mais on va revenir dessus. Love Stage, donc, c'est un manga en 7 tomes qui est terminé, qui a été publié, alors j'ai oublié quand, mais je crois que c'est 2015, entre 2010 ou 2015 par là. Mais bon, ça fait quand même un petit bail qu'il est sorti chez nous aux éditions Taifu Comics, et dont les autrices sont Taishi Zao et Eiki Eki. Alors, derrière ces noms-là, tu vois, typiquement, en fait, c'est Miki Otsuda. Mais bon, c'est pas grave, qui a tendance à changer de pseudo quand elle fait du Boys Love, parce que, vous comprenez... Mais il y a beaucoup d'autrices qui n'ont pas le même nom quand elles font du Boys Love, quand elles font du manga plus classique.
C'est parce qu'elle, c'est comme Eiki, en fait, elles sortent des doujinshi et dans le doujin, tu mets un pseudo, c'est normal, le doujin, c'est du pseudo, donc elle a fait énormément de doujin, hein, la liste est très très longue, j'en ai d'ailleurs certains chez moi. C'est comme les auteurs de hentai, il y a les auteurs de hentai, ils ont un nom quand ils font du hentai et puis un autre quand ils font du manga classique. Tu fais pas, très bien, mais on sait que c'est toi. Tu peux faire au niveau doujin, en général, c'est rare qu'ils signent de leur vrai nom, sauf si tu es déjà connu et que tu fais du doujin. Sur des séries que tu publies déjà. Et donc, Taishi Zao, c'est vraiment une autrice donc, qui compte, quasiment toutes ses œuvres ont été publiées en France, et on en trouve vraiment, c'est des histoires très sensibles en général, et qui font mouche, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le boys love soft. Par exemple, il y avait Electric Ants, il y avait Color était assez incroyable, et donc finalement, elle a même fait du Yuri, avec des petites histoires assez choupinettes de Yuri, et elle a un style graphique qui est, alors un peu moins dans Love Stage, mais en tout cas qui est très, on va dire très doux à lire. Vraiment, c'est le design, je crois qu'on ne peut pas le dire autrement. Quand on le lit, c'est mignon, c'est doux, c'est très mignon. C'est très, voilà, c'est cute. Love Stage, de quoi ça parle? Ça parle de... alors, je pense que vous l'aurez compris aux couvertures, qu'on va parler d'un duo. Il s'agit de Sena Izuma. Ou Izumi, j'ai un petit doute là tout d'un coup. De souvenir, c'était Izumi. Et en fait, Sena, c'est un garçon qui est né dans une famille de showbiz. C'est-à-dire que son père, il est producteur, sa mère est actrice, voilà, toute la famille. Ils sont tous un peu excentriques. C'est ça. Son frère aîné, c'est le leader d'un groupe de K-pop de J-pop du coup à la mode. C'est une idol donc tout le monde. Mais lui non. Lui c'est un gros otak qui d'ailleurs est très très fan d'un dessin animé qui s'appelle Magical Girl Lala Loulou. Donc on est vraiment voilà et d'ailleurs sa famille n'hésite pas à le faire chanter avec des goodies à chaque fois. Oh regarde cet objet exclusif, obéis-moi. Et le pitch, en fait, c'est que quand il était petit, il est allé sur le tournage avec sa mère pour une publicité, un commercial. Et je crois qu'on le dit qu'en anglais, un commercial pour publicité. Mais c'est pas grave. Je crois, oui. Mais c'est pas moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Merci, c'est gentil. Et malheureusement, il devait y avoir une petite fille qui devait jouer un rôle. En fait, on voit un mariage et la mariée lance le bouquet. Et c'est censé être une petite fille qui ramasse le bouquet. Il y a un petit garçon avec elle et elle lui fait un petit bisou. Et puis c'est choupi. Enfin voilà, c'était vraiment un truc de gamin de 4-5 ans. Et donc la petite fille qui doit jouer ce rôle-là, malheureusement, voilà, elle n'a pas pu venir ce jour-là. Et la maman de Sena, elle le regarde, fait bon tu ressembles un petit peu à une petite fille quand même, hein, un garçon-fille à cet âge-là, bon, qui peut différencier. Hop, vas-y la robe. Les questions de genre. Voilà, va tourner la publicité. Nous rappellerons bien évidemment que les hommes portaient des robes bien avant, qu'on trouve ça complètement incongru. Donc ça va. Et on se retrouve donc des années plus tard et Sena a pour souvenir cette publicité finalement un gros traumatisme parce qu'en fait il va rater la prise pour une bête question, il va rater le bouquet, il va se faire pipi dessus, enfin au début c'est une catastrophe et finalement grâce au petit garçon qui était présent et qui va vraiment l'encourager, lui dire regarde j'ai une perle de la même couleur que tes yeux, crois en elle et tu verras et moi je crois en toi, allez vas-y on peut le faire, ils vont réussir à faire cette publicité. Mais Sena va en garder un vrai traumatisme et il va vraiment ne plus jamais vouloir toucher au monde du showbiz. Nous sommes évidemment des années plus tard, nous sommes très précisément 10 ans plus tard, et la marque qui avait fait la première publicité aimerait bien faire la même publicité, mais qu'il l'appellerait 10 ans plus tard, avec les mêmes personnages, avec les mêmes acteurs. Donc ça tombe bien parce que le petit garçon est devenu un acteur hyper populaire qui s'appelle Ryoma Ichijo, c'est évidemment lui qui vous avez en couverture. Et Ryoma, lui, il ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver cette petite fille qui l'avait tant marqué dans son enfance. C'était son premier amour. Super. Voilà, exactement. Ça tombe bien parce qu'elle va revenir pour faire cette publicité. Et c'est là, il est en mode, damé. Il veut pas, c'est mort. Moi, je suis un otak. Moi, je veux juste ma Lala Loulou et c'est tout. Et bon, évidemment, on va l'acheter avec. Et faire des dessins très moches. Ah oui, c'est triste. Mais c'est trop triste. Parce qu'il veut être mangaka. Il n'est pas doué. Il dessine comme de la merde. C'est vrai qu'il y a un passage où on va essayer quand même de devenir mangaka pour de vrai. Que non, vraiment, c'est trop moche. Et donc, voilà, on va lui promettre, enfin son grand frère va lui promettre évidemment un réveil spécial avec la doubleuse de Lala Loulou qui a fait un réveil avec sa voix juste pour lui. Et donc il est là, je veux. Il fait ok, mais il va falloir que tu fasses, tu t'habilles en fille et tu fais la nouvelle pub. Et c'est le début évidemment d'une grande histoire puisqu'il va y aller. Ryoma va découvrir que c'est un garçon, ses espoirs et ses rêves vont évidemment s'écrouler comme un château de cartes. Et puis, passer le choc, il va se dire bon, c'est un garçon, c'est pas grave, allez,
On va essayer de se mettre dans la page quand même. Donc commence évidemment un jeu de chat et de la souris entre les deux garçons, entre l'un qui va absolument ni faire du showbiz, ni sortir avec Ryoma, et Ryoma qui voudrait, qui perdure, d'ailleurs toute la famille voudrait qu'il rentre dans le showbiz au passage, et tout simplement se rapprocher de lui et en faire son petit ami. C'est évidemment, ça n'arrivera pas avant quelques chapitres, volumes et quelques, on va dire, événements, scénarios en avant, en arrière, ce que vous voulez. Ça reste très mignon, ça reste tout à fait accessible. Le dessin est vraiment sympa. Si vous aimez, moi, je l'aime bien. Ce genre de dessin. Moi, ça va. Moi, je trouve ça très doux. J'ai toujours adoré son style. C'est pour ça que j'ai tous ses titres. Et donc, quand on m'a dit « Ah, mais tu vas, elle a traduit Love Stage. » Ah j'aime beaucoup Aiki en plus. Donc... Moi, c'est Love Stage spécifiquement que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Si tu as l'occasion de lire tous les autres volumes de tout ce qu'est autrice, alors c'est un duo, souvent elles sont toutes les deux, mais pas toujours. Ouais. Ce qu'elles ont fait, c'est juste toujours sympa. Vraiment, c'est mignon, c'est très doux, ça reste. Alors c'est rarement s'explicite. Là, au début, on voit un tout petit peu. Ouais, ça reste assez tout public quand même. Hein, ça reste globalement. Pas, mais en tout cas, ça reste. Vous pouvez le lire dans le train et personne ne vous regarde. Almost safe for work, voilà. C'est le almost safe for work. Évidemment, cette série a tellement bien marché, donc quand on le disait tout à l'heure, il y a eu une série animée qui est d'ailleurs disponible en ce moment sur Crunchyroll. Je crois qu'il est toujours disponible. Oui, c'est toujours chez eux. Par contre, le box DVD faudra et Blu-ray qui était chez Black Box, je pense qu'il faut il faut se lever de bonne heure pour le retrouver. C'était une série relativement sympa qui a été faite par le studio JC Staff. Alors ça tombait, on en parlait il y a 2 semaines, figurez-vous, parce que c'est eux qui ont fait La Voix du Tablier, Food Wars, les combattants seront déployés, etc. Donc c'était ils avaient mis toute leur thune sur Love Stage. Hein, je vois pas d'autre explication. Parce que Love Stage, franchement, ça passe bien en animé, hein, mais vraiment. Ça passe très bien, mais c'est parce que le style du manga est déjà très rond, et donc je sais, c'est vraiment très coloré, très rond, et on le retrouve tout à fait dans l'anime. Et donc en 2020 ils nous annoncent, figurez-vous qu'on va avoir un film avec de vrais acteurs. Voilà, c'est dire que la popularité de ce titre quand même est allée assez loin, et le titre est sorti l'année dernière et donc est disponible dès à présent déjà en Blu-ray, alors pas en français malheureusement, mais qui sait, peut-être un jour nous l'aurons. Voilà, vous pouvez déjà. Mais les acteurs sont moins intéressants, je trouve. Enfin, je préfère l'anime. J'allais demander, est-ce qu'ils sont mignons? Non, les acteurs, ils sont. Regarde, c'est moyen quand même. Bon, les acteurs enfants, on dit pas, mais quand ils sont grands, il y a que Daigo qui va, je trouve. Il y a que Daigo parce qu'il y a Daigo. Ouais, tu te rapproches du téléphone. T'as raison. Je l'ai mis en tout petit parce qu'il n'y avait pas la place. Oui. Non, mais donc voilà. Je suis pas, je trouve, non mais surtout Ryoma et qu'est-ce qu'ils nous ont fait sur Ryoma quoi. Mais oui, on dirait un clown. Il est très il a vraiment des têtes exagérées. Le Ryoma là, ils se sont dit, ça va être très expressif comme ça. Mais bon, après j'ai l'impression qu'ils ont essayé de garder le côté hyper drôle de la série, parce que la série est progressivement drôle. C'est une série comique quoi. Exactement. Ouais. On sent qu'il y a un côté un peu. Est-ce que c'est avec ce genre de titre, Nesrine, que tu te dirais le Buzz Love, c'est quand même pas si mal que ça, c'est plaisant. Exactement. C'est soit des séries. Alors les séries qui m'ont vraiment plu, soit elles étaient très drôles, soit très dramatiques, soit très. Il y avait Hanagasakuka, je sais pas si vous vous rappelez. Ça me dit quelque chose. Il y a eu que 2 volumes. Et c'était très poétique, vraiment. Il se passait pareil, pas grand-chose. C'est la rencontre de 2 mecs qui découvraient un peu les sentiments. C'était un élève en peinture et un mec qui bosse dans la pub, un truc comme ça. Et c'était, c'est souvent des trucs comme ça. Moi, ce que je reproche au yaoi, c'est que ça ressemble trop à du shoujo. Avec mais c'est du shoujo. Mais c'est du shoujo. Avec des gens qui se prennent trop la tête. Et des gens qui se prennent la tête. Tous ces persos qui réfléchissent tout seuls, qui pensent qu'ils sont là et qui parlent tout seuls et qui se font des films, moi ça me saoule. Donc quand il se passe des choses, voilà. C'est le côté romantique, c'est le romantisme exacerbé du. Ça, ouais, mais c'est. Je préfère le romantisme où voilà, on va retourner à Flag où les gens se parlent quoi. Donc ça c'était vachement marrant, c'était rigolo et tout. Et puis il y a eu d'autres trucs genre à la Deadlock ou Acid Town qui était super violent mais vachement intéressant parce que justement
les personnages gays sont des personnages parmi d'autres et basta, tu vois, ça racontait une histoire, mais ça ne se focalisait pas sur cet aspect-là, je suis gay, et pourquoi j'aime un garçon, pourquoi il m'a embrassé, mais non, je n'aime que les filles. Moi, ça me saoule assez vite, et je m'en suis tapé des tonnes de mangas. Alors, dans Love Stage, il se pose pas la question très longtemps. Oui. Ryoma, dès le premier tome, c'est un garçon, oh là là, choqué. Ou en fait, Joseph est total, c'est la même personne, tout va bien. Mais il le harcèle. Par contre, c'était comique, il y a des situations comiques, il leur arrive des trucs vraiment improbables, ils tournent des trucs. Moi, tout ce qui se passe dans le milieu de la télé, c'est facile pour moi parce que j'y ai bossé, enfin, j'ai pas bossé dans le milieu de la télé, mais j'ai bossé dans une boîte de post-prod de pub pendant des années. Donc tout ce vocabulaire, tout ça me vient très naturellement. Donc moi, j'étais contente de bosser dessus. Ouais. Je comprends mieux, du coup, effectivement. Alors, je peux pas les remontrer parce qu'en fait, les miens, comme tous mes buzz jobs, sont dans des cartons. Abandonnés à la cave. Non, mais c'est vieux ça, hein, c'est quand même. Voilà, donc là, j'ai regardé mes buzz jobs récents, j'ai fait ah ouais, non, mais en fait, tous les taifus, je les ai archivés, quoi. Bon, très bien. Faudra que je les ressorte. Je vérifie qu'ils sont bien en bon état quand même, qu'ils sont. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils sont difficiles à trouver maintenant en plus, hein, il me semble, parce que j'ai essayé de me les procurer et j'étais là, genre, mais avec le tome 5. C'est embêtant, il n'y a pas de proposition numérique disponible pour les lire. Du coup, heureusement qu'il y a l'animé, tu vois. Mais c'est dommage qu'ils aient pas profité du film pour peut-être ressortir un petit peu pour les rééditer. C'était vraiment une très bonne série pour le coup. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas facile. Après, dites-moi sur le chat si je me trompe, hein, mais il me semble que quand j'ai essayé de chercher un peu, c'était pas vraiment dispo. Ils doivent pas faire des grosses quantités non plus, Taifu, puisque le boys love est quand même un genre de niche malgré tout. Donc c'était il y a longtemps. Hein. Et en plus, c'était un titre qui date d'il y a un moment. Donc je sais pas ce qui pourrait permettre de le ressortir parce que pour le coup, c'est un titre qui, à mon goût en tout cas, encore aujourd'hui, est cool à lire. Et correspond en fait aux normes qu'on a envie de découvrir dans le boys love, parce que le boys love a beaucoup évolué justement sur les dernières années et on a beaucoup de titres qui justement par rapport à ce que tu disais Nesrine, je pense pourraient te plaire puisqu'on parle on parle et on va pas forcément tergiverser pendant 25 ans sur toute cette question de oh mon dieu mais alors attends faut que je réfléchisse par rapport à ça. Non, en fait on va vraiment te raconter une histoire juste entre deux personnes, leur rencontre, qu'est-ce qui se passe, et puis souvent c'est super sympa à suivre quoi, mais sans avoir besoin de passer 4 chapitres à se poser des questions sur quelle est mon orientation sexuelle ou est-ce que c'est mal vu ou est-ce que machin. Il y en a aussi évidemment, et puis, par rapport en fait moi ce qui me gêne, peut-être c'est toi aussi un des soucis que tu rencontres, c'est quand c'est trop niais. Quand c'est trop niais et que tu dis mais non, ce sont des adultes, comment peuvent-ils avoir le comportement d'un enfant de 12 ans normalement non. Ouais mais c'est une question d'âge, hein. Après moi j'ai 40 balais, j'avoue que les trucs niais. Voilà, attends, on t'a pas bien entendu. Ça a coupé un peu. Ça me touchait plus quand j'avais j'étais enfant très très tard. Donc peut-être pas. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, donc je disais quand j'étais plus jeune, ce genre de choses me touchait plus parce que j'étais gnangnan, même à 20 ans, j'étais gnangnan, faut pas. Hein, mais là, à mon âge, j'avoue que ça m'ennuie. Ce genre de choses, ça m'ennuie, ouais. Moi je comprends assez parce que c'est vrai que je dis souvent que les romances adolescentes, je commence à m'en détacher un petit peu et que je suis plus intéressée par exemple à la collection Life de Kana qui présente des gens qui ont plus de 30 ans ou qui travaillent, etc. Ça touche un petit peu plus. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tout ce qui est un peu gnangnan, ça, voilà. Mais après, par contre, j'ai jamais réussi les boys love, ça a toujours été un grand kiff, parce que ils ont tendance à faire très dans les, on va dire, très dans l'émotion, et donc ça touche assez facilement. Dans le chat, ils précisent qu'il y a aussi un drama Thai qui doit sortir cette année de Love Stage. Ce qu'ils ont dit. Comme quoi, ça ne s'arrête pas. Bah non, et au Japon, il y a une version de luxe. Donc, écoutez, Taifu, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous sortir cette version de luxe dont le tome 3 vient de sortir. On serait ravis de découvrir une nouvelle édition. Je vais leur en toucher un mot. Je leur ai envoyé un mail pour leur dire qu'on allait en parler. Pour avoir les illustrations que je vous ai montrées un petit peu tout à l'heure. Là, ces petites illustrations. Attendez, que j'arrive même plus à remettre. Voilà, ces illustrations-là, avec le copyright et tout, j'ai demandé à Taifu. Donc je vais leur dire,
édition de luxe. Bonjour, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Vous avez bien ressorti Deadlock parce qu'il y avait le 3 et 4. Est-ce que c'est pas la bonne période? S'il vous plaît. Sinon, je vais leur dire de le faire pour juillet. Voilà, juste pour mon anniversaire. Comme ça, c'est sympa aussi. Et il y a Cléo McPhee qui dit qu'elle les voit dispo à l'achat en neuf, a priori, pas juste le 5. Voilà. Oui, mais je lui ai demandé si c'était tous dispo et Cléo McPhee dit je suis passée par Chasse aux livres. Je ne sais pas ce que c'est que Chasse aux livres. J'ai l'impression qu'on me parle d'une application qui va m'emmener dans un monde parallèle où je vais devoir tuer les gens pour rester en vie. Ça me fait peur. À base de livres. Je vois tous les tomes. Ah, mais on me dit que tous les tomes sont dispo, ainsi que le box. Attends. Je vous jure que non mais le box DVD. La vérifiée m'a dit non, c'était pas dispo. Il était pas dispo. Il est dispo à combien? 150 €, c'est ça? Non, parce que moi je voudrais le truc neuf d'origine, pas le truc revendu d'occasion à un prix pas possible. On me donne des liens. C'est bien, on nous donne des liens. Après, j'avoue, j'avais pas été vérifiée à la Fnac. J'ai pas fait tous les sites de vente. Attendez. Ouais, non, moi aussi, en général, je vérifie un truc. Puis, ouais, je vais sur deux sites Mac. S'il y a, on est content. Et s'il y a bas, bon, bah, on voit. Bon, écoutez, je vais l'acheter tout de suite. Il est pas cher. Il est pas cher. Non, mais c'est pas. Alors, écoute, en tout cas, on fait du shopping. On fait du shopping. Sur un site de vente en ligne assez populaire. Ah, attends, que je ne me trompe pas. Ouais, je vois pas mal de tomes dispo qui sont au prix neuf, donc ça doit pas être de l'occasion, en tout cas ça ne précise pas. Donc non, a priori c'est plutôt disponible. Putain, mais ça c'est cool. Ah, ça me fait plaisir. Bon bah je comprends maintenant pourquoi Taifou ils étaient contents. Oh, tu vas en parler, c'est sympa. Et moi j'étais là, on peut même pas les acheter. Pourquoi est-ce que vous êtes contents? C'est triste. Mais non, d'accord, ok, on peut les procurer et c'est une bonne nouvelle. Puis on va peut-être s'arrêter là pour le Love Stage. Puis on va laisser Nesrine aller se reposer parce qu'à mon avis elle a plein de trad à faire. Et là bah, on est en train de lui griller ses petits neurones qui vont être utiles pour aller chercher des références pour le tome 7. Ouais, parce que la fatigue. Ça complique les choses après. J'en sais quelque chose, crois-moi. Non, parce que moi je veux que le tome 7 de Final Fantasy il avance, c'est pour ça. Ah bah voilà, ceci explique cela. Il y avait. Je mets juste dans le chat le meilleur manga de Eiki qui est Dear Myself. Voilà. Très bien, c'est tes recos à toi, mais il n'y a pas de problème. Tu as le droit. De la même autrice. On avait bien compris. Ah oui, j'avais pas vu. Lisez Dear Myself. J'avais pas vu ton message de propagande. Bon, en tout cas, Nesrine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'avoir. Le chat t'a kiffé. Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir les petits messages qui popaient. Non, je veux. Merci de m'avoir invité. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Voilà. Aucune bêtise, aucune. Merci pour ton travail aussi, Nesrine. Puis bon courage pour la suite. Et merci beaucoup. Hâte de te retrouver du coup sur les titres de chez Glénat, dont donc il y a, on avait dit, Une touche de bleu. Voilà, sûr avec certitude. Ouais. Puis on va te retrouver sur d'autres titres qu'on n'a pas abordés, qu'on n'a pas montrés. Mais je ne manquerai pas d'en parler dans le cri du mochi quand ça arrivera. Des gros bisous. Ça roule. Bye bye, repose-toi bien. Des bisous au chat. Des caresses au chat aussi. On l'a pas vu pour le coup, le chat. Ciao. Ça marche. Ils sont deux, tu sais. Ah, mais t'en as deux. Putain, vas-y, je suis jalouse. Oui. Ah, arrête, c'est bon, je suis jalouse là. Ah. Bye bye. Ciao. Si tu veux, j'ai le mien qui joue à la balle derrière moi là. Ah, c'est lui qui fait le bordel là? Ouais. Ah, je me disais qu'il y avait un bruit, j'allais accuser Nesrine, tu vois. J'allais dire, oh là là, le chat de Nesrine là, je te jure. C'est le chat qui va chercher sa balle et que quelqu'un renvoie et qu'évidemment il va retourner chercher. M'embête ce soir. Alors si Nesrine nous écoute toujours, si jamais tu veux, tu peux couper la fenêtre, ça peut te permettre de tout arrêter, voilà, pour toi, et ça ne coupera rien chez nous, ne t'inquiète pas. Parce que du coup, je vois que, enfin, je veux pas qu'elle soit embêtée, qu'elle se dise oh là là, est-ce que je laisse le truc comme ça ou pas? Parce que je lui ai peut-être pas expliqué qu'il fallait juste fermer la fenêtre et c'était bon. Du coup, on va continuer au niveau des